3 coups de pied lourds s'abattirent comme des marteaux sur l'homme recroquevillé sur le béton humide. Le bruit des semelles en cuir craquant contre les os résonnait dans l'allée de service. L'odeur métallique et âcre du sang se mélangeait à celle des ordures aigres, assez forte pour étouffer. Touchez-le encore et vous verrez ce qui se passe. La voix traversa la violence sans crier, calme, d'une manière qui figea les 3 hommes en plein mouvement. Ils tournèrent la tête vers l'entrée de l'allée où une jeune femme maigre se tenait, mi-ombre, mi-lumière. Son manteau de friperie était trop fin pour une nuit à Chicago. Ses mains ne tremblèrent qu'une fois avant de se stabiliser. La sangle de son sac de livraison lui sciait l'épaule comme si elle portait toute la ville depuis des années. Brooke Ashford avait 27 ans, épuisé par un quart de nuit à la laverie et une dernière tournée de livraison de nourriture. Assez fauché pour compter les pièces, assez désespéré pour garder les factures d'hôpital de sa mère pliées dans sa poche. Et pourtant, elle ne recula pas quand le plus grand d'entre eux rit. Il fit quelques pas paresseux vers elle, souriant comme s'il pouvait l'écraser d'une seule main. « Rentrez chez vous, ma jolie Anne, dit-il, en traînant sur le mot comme sur un couteau. Vous ne voulez pas finir à côté de cet idiot. Il donna un autre coup de pied dans les côtes de l'homme. Les dents de l'homme claquèrent contre le pavé avec un bruit qui fit tressaillir l'allée elle-même. La victime n'était pas un inconnu égaré dans la mauvaise rue. C'était Declan Vos, le genre de nom qu'on ne prononce pas à voix haute dans cette ville. Un patron impitoyable avec de l'argent, des muscles et une façade de velours. Il gardait les policiers et les dames en costume souriant pendant que ses ennemis disparaissaient. Mais dans cette allée, la richesse ne parlait pas. Le pouvoir ne négociait pas. Il n'y avait qu'une respiration irrégulière, un silence de plomb et 12 ombres qui se refermaient. Car ce n'était pas une agression, c'était une exécution. Les doigts de Brooke effleurèrent le vieux briquet Zippo dans sa poche de manteau, la dernière chose que son père lui avait laissée. Et elle fit un choix qui ne ressemblait pas tant à de la bravoure qu'à de la survie. Car si elle se détournait ce soir, elle ne dormirait plus jamais. Elle déplaça son poids, scanna la faible lumière de sécurité, les flaques, les caisses empilées, l'angle de la porte coupe-feu et les hommes qui pensaient que la peur gagnait toujours. Puis elle fit un demi-pas en avant et leva le menton. « Dernière sommation, dit-elle, la voix basse et stable. Partez. » Quand leurs rires devinrent plus forts, elle tendit la main derrière elle sans regarder. Elle attrapa l'arme la plus proche que l'allée offrait. Elle bougea comme quelqu'un qui avait appris à la dure que penser vite peut être plus mortel que n'importe quelle arme. Si vous aimez les histoires avec du danger, une tension qui monte lentement et des rebondissements qui vous prennent aux tripes, appuyez sur j'aime. Partagez ceci avec quelqu'un qui aime les drames mafieux avec de vrais enjeux. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Car au moment où Brooke fait son mouvement, Declan Voss ne fait pas que survivre. Il se souvient d'elle et les gens les plus sombres de la ville commencent à chasser la mauvaise femme. Brooke serra ses doigts autour de ce qu'elle venait de saisir sans regarder. La sensation froide et dure du métal et du bois éclatait pressant contre sa paume. Cela lui disait que c'était un verrou de porte cassé, arraché d'une caisse d'expédition voisine, assez lourd pour assommer, mais pas assez long pour tuer. Et c'était exactement cet équilibre fragile qui lui fit choisir cet objet, plutôt que tout ce qui pourrait faire d'elle une meurtrière aux yeux de la loi. Elle se décala vers la gauche d'exactement un demi-pas, laissant la faible lumière de sécurité effleurer son visage juste assez pour attirer leur attention sur elle. Et puis, au moment où le plus grand rit et mit son poids sur son pied avant, elle lança le sac de livraison dans l'autre direction. Il percuta une pile de bacs en plastique avec un fracas net et retentissant qui détourna les yeux des 2 autres hommes d'elle pendant un seul battement de cœur. Et Brooke utilisa cette ouverture comme quelqu'un qui avait passé toute sa vie à vivre sur des moments ne durant pas plus longtemps qu'un pouls. Elle balança le verrou cassé en un arc bas, pas vers sa tête, mais vers le poignet tenant l'arme. Le craquement sec du métal rencontrant l'os retentit. L'arme tomba sur le béton humide avec un bruit métallique dur. Et avant même qu'il ne puisse cracher une malédiction, Brooke l'avait envoyée d'un coup de pied dans une flaque et la poussa fort avec le bout de sa chaussure, l'envoyant glisser vers le coin sombre où une bouche d'égout s'ouvrait comme un piège. Le deuxième homme se rua sur elle, et Brooke n'attendit pas qu'il mette la main sur elle. Elle tourna, enfonça son coude dans sa poitrine pour tuer son élan,
et en même temps enfonça son épaule, le forçant à reculer d'un pas dans une pile de carton mou. Ils s'effondrèrent comme des dominos, le papier se déchirant et les bouteilles s'entrechoquant avec des claquements secs dans l'air froid, et l'allée qui ne sentait que le sang se remplit soudain d'un bruit comme une petite émeute. Dans cette fraction de seconde, elle regarda Declan, l'homme qui respirait encore par saccades brisées et inégales, comme si chaque inspiration était un marché douloureux avec son propre corps, et elle vit ses yeux s'ouvrir, pas écarquillés par une panique ordinaire, mais calmes et froids, comme quelqu'un habitué à ce que la mort se tienne juste derrière son cou. Levez-vous, dit Brooke rapidement. Pas avec la voix du pouvoir, mais avec la voix de quelqu'un qui savait qu'une seconde de plus mettrait fin à tout. Juste là. Elle tendit la main, attrapa le devant de son manteau et le hissa avec toute la force d'une femme habituée au corps de nuit, soulevant de lourds sacs de détergent et tirant des chariots chargés. Declan était plus lourd qu'elle ne l'avait prévu, pas à cause de sa taille, mais à cause du poids du sang qui le quittait. Pourtant, il bougea encore avec une sorte de coopération effrayante, raidissant ses épaules, poussant sur ses jambes, se levant comme un homme qui ne s'autoriserait pas à tomber devant un ennemi. Et ce réflexe dit à Brooke qu'il n'était pas la victime d'une bagarre au hasard. Il était l'œil du cyclone. Elle jeta un coup d'œil vers la sortie de secours latérale, où le panneau rouge délavé semblait sur le point de se décoller. Puis elle arracha le couvercle métallique d'une poubelle et le jeta violemment au sol. Le bruit résonna comme une sonnette d'alarme, assez pour faire tressaillir ses hommes, et assez pour faire croire aux ombres plus lointaines dans l'allée que quelqu'un d'autre arrivait. Elle tira Declan vers la porte, leurs pieds glissant sur l'eau, son épaule heurtant le mur de briques froid. Et juste au moment où il l'atteignait, un homme sortit de plus profond dans l'obscurité. Pas l'un des trois premiers, mais l'une de ses autres ombres. La moitié inférieure de son visage enveloppé dans un tissu, ses yeux brillants comme ceux d'un animal. Il leva une arme, et Brooke sentit son cœur s'arrêter un battement. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle fourra simplement sa main dans la poche de sa veste par instinct, trouva le vieux zippo que son père lui avait laissé, et l'ouvrit d'un coup de pouce. Le petit clic disparut sous le chaos, mais la brève flamme brilla assez longtemps pour jeter un reflet dans les yeux du tireur, un flash lumineux qui le fit plisser les yeux par réflexe, et Brooke jeta le zippo droit sur lui comme si elle lançait un morceau d'étoile filante, pas pour le brûler, mais pour voler son attention, puis elle enfonça son pied dans la porte de secours. Elle ne s'ouvrit pas au début, comme si le bâtiment lui-même hésitait à les laisser entrer. Brooke s'appuya avec son épaule et poussa encore. Les charnières gémirent, cédant enfin juste au moment où un coup de feu claqua dans l'air, la balle percutant le cadre métallique derrière eux en crachant des étincelles. Brooke traîna Declan en bas et dans la cage d'escalier. La porte claqua et dans le noir complet des escaliers de secours, elle entendit des pieds se disperser dehors. Des jurons, des conversations radio, comme une meute de chiens de chasse dont la laisse venait de casser. Les assassins étaient divisés. Une partie d'entre eux bloquée à l'entrée de l'allée à cause du bruit et de la lumière. Une partie chargeant dans la direction où Brooke avait jeté le sac. Une partie pressant contre la porte de secours. Et Brooke savait qu'elle avait gagné du temps, mais c'était du temps bon marché, le genre qui pouvait s'épuiser à tout moment. Elle haleta, le dos contre le mur froid, chercha dans la poche de sa veste et réalisa que le zippo avait disparu, sa poitrine se serrant comme si quelqu'un lui avait arraché un morceau de mémoire. Mais avant qu'elle ne puisse le pleurer, elle sentit un regard se poser sur elle. Declan se tenait une marche au-dessus d'elle, une main serrée sur ses côtes, l'autre agrippant la rampe, et ses yeux n'étaient pas reconnaissants. Et ils n'avaient pas peur. C'était le regard calculateur d'un prédateur qui venait de voir une autre créature faire quelque chose d'inattendu. Il inclina la tête, écoutant les pas derrière la porte, puis regarda Brooke comme s'il verrouillait une conclusion, qu'elle n'était pas là par accident, que la façon dont elle choisissait ses cibles, la façon dont elle évitait de tuer, la façon dont elle utilisait le son, la lumière et la psychologie pour briser le rythme d'une exécution, tout cela pointait vers une vérité froide. Elle avait vécu dans la violence assez longtemps pour en apprendre les lois. Et juste au moment où Brooke allait parler, elle entendit du métal gratter fort contre la porte en bas, comme des griffes cherchant le loquet. Et elle comprit que le jeu n'avait pas vraiment commencé. Il avait seulement changé d'arène. Brooke ne se donna pas la permission de paniquer. Elle écouta simplement.
Elle écouta si fort qu'elle pouvait dire quelle paire de chaussures s'arrêtait devant la porte de secours et quelle paire courait devant l'entrée de l'allée. Puis elle attrapa le loquet intérieur et le poussa fort, le métal s'enclenchant avec un petit clic qui sonna comme la foudre dans la cage d'escalier sombre. Elle arracha immédiatement sa veste, l'enroula autour de son bras et la coinça dans l'espace du loquet pour amortir le cliquetis si quelqu'un donnait un coup de pied dans la porte. Puis elle tira Declan quelques marches plus haut. Pas si haut qu'il s'évanouirait par perte de sang, mais assez loin pour que si la porte s'ouvrait violemment, la première ombre entrant ne les verrait pas tout de suite. Les lumières de la cage d'escalier étaient du genre à détecteur de mouvement bon marché, clignotant comme un cœur faible. Et Brooke comprit que la lumière ici n'était pas un sauveur. C'était une balise. Elle tendit la main vers le petit boîtier électrique monté sur le mur et abaissa l'interrupteur principal d'un geste décisif, comme si elle avait fait cela plusieurs fois dans sa vie. L'obscurité tomba, épaisse et froide, mais au moins les chasseurs perdraient leur avantage visuel, et elle était habituée à se déplacer dans la nuit. Elle fit signe à Declan de rester silencieux sans mots. Elle pressa juste un doigt sur ses propres lèvres, puis posa son autre paume contre sa poitrine pour sentir sa respiration, superficielle et rapide, comme si sa cage thoracique essayait de garder un secret de vie ou de mort. Le sang trempait sa chemise, chaud au début, puis devenant lentement froid. Brooke le descendit sur les marches, le dos contre le mur, la tête légèrement inclinée pour qu'il ne s'étouffe pas. Puis elle fouilla dans le sac de livraison qu'elle avait jeté à la hâte et trouva des serviettes en papier, des sachets de sel, une bouteille d'eau et, la chose la plus importante, un rouleau de ruban adhésif en tissu qu'elle portait toujours. Car la laverie avait toujours quelque chose qui nécessitait une réparation rapide, elle n'avait pas le temps de faire joli. Elle avait seulement besoin que Declan ne s'effondre pas ici. Elle déchira son vieux T-shirt en bande, bourra les serviettes comme rembourrage, pressa fort sur la plaie qui continuait de suinter, puis enroula le ruban adhésif autour de son torse, serrant juste assez pour ralentir le saignement sans voler son souffle. Tout cela fait en silence comme un rituel. Declan ne gémit pas. Il n'y eut qu'une seule inspiration vive qui mourut au fond de sa gorge. Ses yeux s'entr'ouvrirent, sombres et alertes, la regardant comme on regarde une procédure technique, pas de gentillesse, et Brooke vit sa main dériver par instinct vers l'endroit où une arme devrait être, même s'il ne lui restait rien dans sa prise à part la douleur. Dehors, le grattement de métal revint, cette fois avec un sifflement de chuchotement à travers une radio. Puis un bruit sourd et lourd, comme quelqu'un testant la force. Brooke colla son oreille au mur et compta les battements, pas pour le réconfort, mais pour mesurer combien de temps il prendrait avant de changer de tactique. Elle traîna Declan 2 marches plus haut, puis tendit la main et essuya la longue traînée de sang sur le sol avec sa veste, la traînant de l'intérieur vers l'extérieur pour effacer leur direction. Mais elle ne pouvait pas tout effacer. Une fine ligne rouge s'accrochait encore au bord d'une marche comme un fil conducteur, et ses empreintes de chaussures mouillées étaient encore faiblement marquées dans la poussière, car elle n'avait rien pour nettoyer sans faire de bruit. Brooke avala difficilement. La perte du Zippo brûla à nouveau comme une piqûre, comme si elle avait payé avec le souvenir de son père pour un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment. Mais elle repoussa cette pensée car les pas dehors avaient changé de rythme. Plus forts et agressifs, mais lents, traquants, comme s'ils écoutaient le bruit de leur respiration. Elle se pencha et chuchota à l'oreille de Declan, sa voix si basse qu'elle n'était presque rien, que s'il s'évanouissait, elle ne pourrait pas le traîner plus loin. Et s'il voulait encore vivre, il devait rester éveillé. Declan cligna des yeux une fois, lent et contrôlé. Puis il leva la main et la referma autour du poignet de Brooke, pas fort mais assez ferme pour qu'elle comprenne que ce n'était pas une prise désespérée pour de l'aide. C'était la prise de quelqu'un qui ne faisait jamais entièrement confiance à personne. Et dans l'obscurité, sa voix était basse et froide, stable comme du métal. Et il dit une chose qui fit sentir à la colonne vertébrale de Brooke un froid plus intense que cette cage d'escalier, qu'elle avait fait ce que personne ne faisait gratuitement. Et à la seconde où elle l'avait tiré par cette porte, sa gentillesse n'était plus de la gentillesse. C'était une marque. Et les hommes dehors ne le chasseraient pas seulement lui. Ils chasseraient la personne qui l'avait touché avant qu'il ne meure. Brooke garda Declan dans l'obscurité un instant de plus, assez longtemps pour que ses oreilles commencent à bourdonner à cause de la tension,
Et puis tout dehors changea soudainement de texture. Les pas traquants furent coupés net par le long hurlement des sirènes. Les radios se chevauchaient et la lumière bleue et rouge balaya la fente de la porte de secours comme une lame allant et venant. Quelqu'un l'avait appelé ou les hommes dehors s'étaient retirés pour éviter la police. Et quoi que ce soit, Brooke savait que sa seule chance était de quitter cet endroit avant que la porte ne soit forcée et qu'ils ne soient traînés dehors comme des criminels. Elle écouta une fois de plus pour s'assurer que le grattement métallique avait disparu. Puis elle desserra le ruban adhésif d'un côté, juste assez pour que Declan respire plus facilement sans laisser le sang jaillir à nouveau. Et juste au moment où elle tendait la main vers le loquet, Declan arrêta sa main, ses yeux dans le noir plus sombre que la cage d'escalier elle-même. Pas de merci, seulement un ordre qu'il ne prononça pas, mais Brooke comprit parfaitement. Il n'allait pas laisser la police le voir ici. Il se pencha et ouvrit une porte latérale qui menait au couloir de service du bâtiment, comme s'il avait passé toute sa vie à se glisser par des sorties comme celle-ci. Puis il disparut vers le bas, ses pas incroyablement légers pour un blessé, laissant Brooke avec le froid du mur de briques et son avertissement encore coincé dans son oreille. Brooke resta immobile un instant, le cœur battant à tout rompre. Puis elle se força à reprendre le seul rôle qu'elle savait jouer. Une livreuse qui s'était égarée au mauvais endroit, une personne sans importance, quelqu'un qui ne valait pas la peine d'être retenu. Elle poussa la porte de secours et sortit dans la rue sous les lumières clignotantes. Toute la zone devant l'allée était déjà bouclée par du ruban jaune, des voitures de patrouille garées en billets, une ambulance avec ses portes arrière ouvertes, et une caméra de la ville montée sur un lampadaire visait la scène comme un œil qui ne clignait jamais. Un officier l'arrêta immédiatement, la voix sèche, demandant d'où elle venait, ce qu'elle faisait là, si elle avait entendu le coup de feu. Brooke garda son visage juste assez inexpressif et répondit avec de minuscules morceaux de vérité pour ne pas avoir à construire une nouvelle histoire. Qu'elle était en livraison, avait entendu du bruit, vu des gens courir, eu peur et reculer, n'avait vu le visage de personne clairement, ne savait rien d'autre, et chaque phrase qu'elle donnait était équilibrée comme un pas de funambule, assez inoffensive pour ne pas être retenue, assez vague pour ne pas vendre un homme qu'elle venait d'arracher à la mort. Un autre officier s'approcha, regarda le sac de livraison déchiré et la crasse sur ses mains, son regard s'arrêtant sur les petites égratignures, le long de son poignet comme s'il reliait des points. Brooke sentit sa gorge devenir sèche et à vif. Et juste à ce moment-là, une femme détective apparut, cheveux tirés en un chignon soigné, manteau sombre, sa voix plus calme mais tranchante, posant les mêmes questions. Seulement cette fois, elle regarda droit dans les yeux de Brooke, comme si elle voulait voir ce que Brooke cachait à l'intérieur. Brooke se força à ne pas cligner des yeux trop vite. Elle répondit encore alors que son esprit hurlait à propos du Zippo, car elle réalisa soudain que la seule chose que son père lui avait laissée n'était plus dans sa poche depuis la cage d'escalier, ce qui signifiait qu'il était quelque part dans cette allée, ce qui signifiait qu'il était dans la main d'un chasseur ou sur le béton glissant de sang. Elle tourna à peine la tête vers l'entrée de l'allée quand elle vit un officier se baisser et ramasser un petit objet métallique dans une flaque, l'essuyer grossièrement avec un gant, puis le lever sous la lumière. Le couvercle du briquet s'ouvrit et se ferma avec un petit clic sec, et Brooke eut l'impression que quelqu'un avait serré son cœur dans un poing. Elle fit un pas en avant par réflexe, les mots sortant que c'était le sien, mais la détective inclina seulement la tête et demanda pourquoi sa propriété se trouvait à l'intérieur d'une scène avec du sang et des impacts de balles. Brooke avala la vraie réponse, car la vraie réponse les mènerait à la cage d'escalier, à l'homme qui s'était volatilisé et à une peine qu'elle ne pouvait pas porter. Elle mentit maladroitement, dit qu'elle l'avait peut-être laissé tomber en courant, dit qu'elle avait paniqué, dit qu'elle ne savait rien d'autre. La détective la regarda si longtemps que Brooke crut qu'elle allait s'effondrer. Puis elle fit signe à quelqu'un de garder l'objet, sa voix devenant froide en disant que c'était une preuve. Il le classerait comme saisi. Et si Brooke le voulait en retour, elle pourrait suivre la procédure. Brooke se tenait sous les lumières bleues et rouges, écoutant le grattement du stylo sur le papier, écoutant les radios, écoutant les portières de voitures qui claquaient. Et à ce moment-là, elle comprit qu'elle avait perdu plus qu'un briquet. Elle avait perdu la dernière encre qui la liait à la mémoire de son père.
Et l'homme qu'elle avait sauvé avait disparu de la vue, comme s'il n'avait jamais existé, la laissant seule dans la rue, petite, exposée et enregistrée par les yeux invisibles de la ville à chaque respiration. Brooke s'éloigna des lumières bleues et rouges, comme quelqu'un sortant d'une tempête qui n'avait pas le droit de trembler. Elle marcha à pied dans les rues encore humides, les sirènes s'estompant derrière elle, descendant, mais la sensation d'être observée s'accrochant à sa nuque comme une main froide. Et quand elle atteignit la vieille pension de famille du côté ouest, les escaliers en bois gémirent sous ses pieds comme une accusation. Le couloir du deuxième étage était plus sombre que d'habitude, car une ampoule avait grillé à moitié. Une vieille odeur de cigarette et d'eau de javel encombrait l'air, et au bout du couloir, juste à côté de sa porte, un homme se tenait l'épaule contre le mur comme s'il attendait depuis longtemps. Capuche relevée, un gobelet de café en papier à la main, calme d'une manière qui n'avait pas sa place ici. Brooke ralentit, le cœur battant, essaya d'agir comme si elle n'avait rien remarqué, mais quand elle fouilla pour ses clés, l'homme leva la tête, son regard glissant sur son visage, puis s'arrêtant sur son poignet enveloppé d'un bandage de fortune comme s'il lisait une ligne de texte invisible. Brooke ouvrit sa porte rapidement, se glissa à l'intérieur, verrouilla, puis resta le dos contre la porte, écoutant les pas dans le couloir s'arrêter quelques secondes juste devant sa chambre avant de continuer, doux comme un rappel qu'il savait qu'elle était là. La chambre était petite comme une boîte, juste un vieux matelas à ressort, une table en bois ébréchée et un évier qui fuyait. Mais ce soir, ce n'était plus un abri. C'était seulement un endroit où elle pouvait entendre sa peur clairement. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Brooke répondit et l'autre bout était silencieux. Pas de respiration, pas de voix, seulement un espace vide épais comme de la glace. Puis l'appel se termina. Et juste après, un autre appel arriva. Celui-ci de l'hôpital où sa mère était allongée. Brooke décrocha. L'infirmière à l'autre bout semblait fatiguée mais professionnelle, lui rappelant que le dossier de paiement de June Ashford était en retard et sans un dépôt supplémentaire, certains services seraient retardés. Pas une menace directe, mais pour Brooke, cela tomba comme une condamnation à mort car elle comprenait que chaque retard signifiait que le corps de sa mère était abandonné. Elle fixa les factures pliées dans sa poche comme si elle pouvait plier le désespoir encore imparfait, et quelque chose de serré monta dans sa gorge. Avant qu'elle ne puisse respirer, le téléphone vibra encore. Cette fois, un message d'un numéro non enregistré. Seulement 2 mots, payez maintenant, puis une adresse, puis une autre ligne disant qu'il savait exactement dans quel service se trouvait sa mère. Brooke serra le téléphone jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, et puis on frappa à sa porte. Toc, toc, pas précipité, pas fort. Le genre de coup qui disait que la porte s'ouvrirait parce qu'il possédait déjà sa peur. Brooke regarda par le Judas et vit le créancier qu'elle avait rencontré derrière le parking de la laverie. Un homme aux cheveux coupés courts, col relevé, eau de Cologne bon marché, un sourire qui ressemblait à une salutation mais des yeux froids. « Brooke, dit-il à travers la porte, sa voix mielleuse d'une manière fausse. Nous devons parler de l'argent que tu dois. » Brooke n'ouvrit pas. Elle demanda seulement ce qu'il voulait, et il eut un petit rire, lui dit qu'elle savait exactement ce qu'il voulait, que le retard ne rendait pas une dette plus petite et que les hôpitaux n'attendaient personne. Quand il partit, Brooke crut avoir gagné un souffle de paix, mais elle entendit ses pas s'arrêter au bout du couloir, entendit quelqu'un glousser, entendit un téléphone être composé, puis un murmure trop petit pour être saisi, comme si la pension avait soudainement gagné des gens qui ne lui appartenaient pas. Brooke écarta le rideau et regarda la rue, vit une voiture sombre garée au loin. Pas de lumière, pas de musique, juste assise là comme une ombre qui comprenait la patience. Et à ce moment-là, elle réalisa que le sauvetage de la nuit dernière ne s'était pas terminé dans l'allée. Il avait seulement ouvert une nouvelle liste dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Une liste avec son nom dessus. La peur n'était plus un sentiment qui allait et venait. Elle se transformait en un emploi du temps, un coin à éviter. Des heures où elle ne pouvait pas rentrer tard, des appels auxquels elle ne pouvait pas répondre, des noms qu'elle ne pouvait pas dire, et elle s'assit au bord du lit, tenant toujours son téléphone comme une bombe, se demandant comment une femme pauvre qui ne savait que compter les pièces pouvait devenir la cible de gens que toute la ville n'osait pas nommer. Brooke ne dormit pas.
Elle resta assise le dos contre le mur, écoutant le bâtiment respirer à travers ses tuyaux d'eau, des pas lointains et proches et de petits bruits si ordinaires qu'ils seraient habituellement ignorés. Car ce soir, tout pouvait être un signal. Près de l'aube, quand le ciel devint de la couleur terne du plomb, son téléphone vibra encore un numéro inconnu. Brooke s'attendait à un autre appel silencieux. Mais cette fois, il y avait une voix. Une voix d'homme, basse et plate comme la surface d'une eau d'hiver, disant son nom exactement sans avoir besoin de demander. Brooke resserra sa prise sur le téléphone et exigea de savoir qui il était. La voix ne répondit pas directement. Elle dit seulement qu'elle avait 2 minutes pour descendre, et si elle ne le faisait pas, une ambulance devrait venir ici pour une raison différente. Brooke bondit sur ses pieds, le cœur battant. Elle colla son oreille à la porte. Le couloir était calme, puis elle entr'ouvrit la porte et vit que l'ombre encapuchonnée de la nuit dernière avait disparu, remplacée par un vide propre, comme si personne ne s'était jamais tenu là. Elle se précipita dans les escaliers, chaque marche en bois gémissant sous ses pieds comme une protestation. Et quand elle atteignit le trottoir, la voiture noire foncée était garée juste devant comme si elle avait appartenu là depuis des années, les vitres teintées si profondément qu'elle ne pouvait pas voir à l'intérieur. Le moteur tournant doucement, comme une respiration retenue, la porte arrière s'ouvrit sans qu'une main ne la touche. Brooke s'arrêta, la colonne vertébrale droite, les 2 mains serrées en poing dans ses poches, et dit qu'elle ne montait pas dans la voiture d'un étranger. « Vous n'avez plus le droit d'appeler qui que ce soit un étranger », répondit la voix de l'homme depuis l'obscurité de la voiture. Et puis Declan Voss sortit comme s'il sortait d'une pièce sans lumière, son manteau sombre non froissé, son visage encore pâle de la perte de sang, mais ses yeux vifs et clairs, comme s'il n'avait jamais été sur le béton humide. Il n'était pas venu pour s'excuser et il n'était pas venu pour expliquer. Il venait comme un homme posant un papier sur une table et attendant que quelqu'un d'autre signe. Et la façon dont il scanna la rue, les fenêtres de l'étage, l'entrée de l'allée, fit comprendre à Brooke que ce n'était pas une rencontre fortuite. C'était une collection de risques. « Je peux faire disparaître votre créancier de votre vie avant le déjeuner, » dit-il, la voix calme, comme s'il parlait de la météo. « Je peux faire en sorte que l'hôpital arrête de vous appeler toutes les heures, et je peux faire en sorte que quiconque surveille que cette chambre oublie que cette adresse existe. » Brooke eut un rire sec, pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle avait vu assez de fausses promesses pour y être allergique. Elle lui dit qu'elle ne se vendait pas, ne vendait plus sa mère, qu'elle ne devenait le jeu de personne. Declan ne bougea pas. Il la regarda seulement comme s'il regardait quelqu'un qui croyait encore que la moralité était une armure. Et puis il dit quelque chose qui fit se dresser les cheveux sur la nuque de Brooke. « La nuit dernière, il y avait 12 hommes engagés pour me tuer, » dit-il lentement, chaque mot tombant sur le trottoir comme une pierre. « Ils n'ont pas échoué parce qu'ils étaient faibles. Ils ont échoué parce que vous avez brisé le rythme. Et maintenant, s'ils ne peuvent pas me prendre rapidement, ils prendront ce qui est plus facile. » Brooke voulait dire qu'elle n'était personne. Mais Declan leva la main et lui montra l'écran de son téléphone, une image floue tirée d'une caméra de rue. La forme d'une fille mince dans un manteau léger se tenant à l'entrée de l'allée. Et même si son visage n'était pas clair, le sac de livraison et la façon dont elle se tenait étaient trop familiers. « Ils n'ont pas besoin de votre nom pour vous trouver, dit-il. Ils ont seulement besoin de vos habitudes, de votre itinéraire, de l'hôpital de votre mère et du souvenir que vous avez laissé tomber. » Brooke arrêta de respirer. La perte du Zippo la poignarda dans la poitrine comme une aiguille. Et pendant un instant, elle détesta Declan d'avoir raison. Elle se détesta d'avoir laissé tout devenir prévisible. « Je ne vous offre pas une vie, » continua Declan, ses yeux ne s'adoucissant pas. « Je vous offre la survie. Vous resterez dans ma zone de contrôle pendant une courte période jusqu'à ce que je puisse fermer ce cercle de chasse. En retour, votre mère est protégée et vous n'aurez pas à garder votre porte avec une chaise coincée dessous. » Brooke se hérissa et dit qu'elle n'appartenait à personne. Elle posa ses limites comme des pieux enfoncés dans la terre, qu'elle ne serait pas une amante, ne serait pas une otage, ne signerait rien qui la lierait à vie. Declan écouta comme si c'était quelque chose qu'il pouvait accepter. Puis il fit un demi-pas de plus, assez près pour que Brooke capte la faible odeur d'antiseptique sur son manteau et l'odeur métallique du sang séché, et il parla plus bas,
Maintenant, plus une offre, mais un fait nu. Vous pouvez me détester, dit-il. Vous pouvez me craindre, mais vous ne pouvez pas penser que vous serez en sécurité si vous restez ici seul. Ils reviendront. Et cette fois, ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont seulement besoin de vous. Brooke monta dans la voiture, pas parce qu'elle lui faisait confiance, mais parce qu'elle avait vu cette photo floue et comprenait qu'à partir de ce moment, chaque décision qu'elle prendrait aurait un prix en sang. La voiture glissa dans les rues de Chicago qui se réveillaient, laissant la pension derrière elle comme une fine couche de peau qu'on perd. Et quand ils s'arrêtèrent devant un bâtiment en verre sombre près du Loop, Brooke leva les yeux et vit une enseigne qui n'était pas bruyante, mais précise, un nom court suspendu là comme une promesse de propreté, tandis que l'air à l'entrée semblait lourd d'une discipline froide qu'elle n'avait sentie que dans des endroits où les gens ne parlaient pas beaucoup, car tout le monde connaissait déjà les règles. La porte s'ouvrit et l'odeur de bois poli et d'alcool cher se déversa comme un rideau chaud qui faisait semblant. Une lumière ambrée bâtisse, une musique si douce qu'elle était presque le battement de cœur de la pièce. Et Brooke entra avec de vieilles chaussures encore humides, un manteau fin et un sentiment aigu de ne pas être à sa place. Mais personne ne la regarda comme si elle était pauvre. Ils la regardèrent comme si elle était un nouveau facteur placé dans une salle de réunion. Deux gardes du corps à l'entrée ne demandèrent pas son nom. Ils firent seulement un signe de tête à Declan, leurs yeux balayant Brooke, rapide et minutieux, du bandage de fortune sur son poignet à ses poches vides, comme s'ils construisaient une liste de risques dans leur tête. Declan ne l'emmena pas dans la zone principale des invités. Il descendit un couloir latéral où les lumières étaient plus faibles et la musique disparaissait presque, vers une salle privée avec une porte épaisse et une vitre sans teint. À l'intérieur, il y avait une table basse, des chaises en cuir et un homme d'âge moyen en costume sombre qui attendait déjà avec un dossier mince. Le visage de quelqu'un habitué à lire les petits caractères et habitué à dire des phrases qui faisaient signer d'autres personnes. Declan s'assit comme s'il n'avait jamais été chassé, comme s'il n'avait jamais perdu de sang. Seule la façon dont sa main reposait sur ses côtes, un demi-temps plus lentement, trahissait la blessure. Puis il regarda Brooke et lui fit signe de s'asseoir. Et Brooke resta debout une seconde de plus pour prouver qu'elle n'était pas un objet qu'on pouvait faire entrer, et s'assit. Non complet, demanda Declan, la voix plate. Pas douce, pas dure. La voix d'un homme habitué à obtenir des réponses. Brooke le dit clairement. Puis il demanda son adresse, son lieu de travail, ses horaires, le nom du médecin de sa mère. Chaque question comme une fine lame coupant dans sa vie pour extraire des informations. Brooke répondit ce qu'elle devait pour garder sa mère en vie. Mais quand il demanda si elle avait quelqu'un de proche au-delà de l'hôpital, elle fit une pause, le regarda droit dans les yeux et dit qu'il n'avait pas le droit de sortir toute sa vie comme un dossier. L'air dans la pièce changea, la main de l'avocat s'immobilisa. Les deux gardes près de la porte ne bougèrent pas, mais Brooke sentit qu'ils étaient prêts, et Declan inclina seulement la tête comme s'il observait une réaction rare. Vous pensez que les droits sont quelque chose pour lequel je demande la permission, dit-il. Mais il n'y avait aucune menace dans sa voix, seulement un fait froid. Brooke ne s'inclina pas. Elle dit qu'elle acceptait une protection temporaire à cause de sa mère, mais qu'elle n'accepterait pas de contrôle sur sa vie privée. Personne ne touchait sa mère sans son consentement. Personne ne la suivait dans la chambre d'hôpital, et elle ne signerait rien qui ferait d'elle une propriété. L'avocat plaça une pile de papiers sur la table, parla d'un accord de sécurité, de logement temporaire, de la couverture des frais d'hôpital, de la façon dont Brooke n'était pas autorisée à établir des contacts imprudents pour ne pas être suivie. Les mots lisses comme de l'huile, mais Brooke les regarda et vit un piège enveloppé dans un langage poli. Elle repoussa les papiers, dit qu'elle n'accepterait que ce qui servait la sécurité. Elle ne signerait aucune clause sur ce qu'elle devait à Declan au-delà de rester quelque part en sécurité. Et s'il voulait la protéger, alors qu'il la protège. Ne l'achetez pas avec une signature. Declan l'observa un long moment, puis posa une question qui semblait décontractée, mais qui était vraiment une aiguille. Pourquoi elle n'avait pas fui la nuit dernière? Pourquoi une femme qui devait compter chaque pièce avait choisi de se tenir devant 12 ombres? Brooke répondit sans poésie qu'elle avait déjà assez fui dans sa vie, fui le bruit des chaussures dans sa propre maison, fui les fois où sa mère pleurait dans la cuisine, fui les factures et les appels de recouvrement,
et elle ne voulait pas d'une fuite de plus qui la entrait jusqu'à sa mort. Declan ne sourit pas, ne la plaignit pas, mais ses yeux changèrent comme s'il venait d'identifier quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, quelque chose qui la rendait différente des gens qui s'agenouillaient encore devant lui pour mendier. Et à ce moment-là, sa posture bougea d'une fraction. De voir Brooke comme un risque qui avait besoin d'être caché à la voir comme une variable qui avait besoin d'être gardée. Il tapa une fois sur la table, signalant à l'avocat de réviser les papiers pour correspondre aux conditions de Brooke. Puis, il se pencha vers elle, sa voix toujours froide, mais plus distante, et dit qu'elle n'avait plus le droit de jouer avec sa vie comme ça si elle voulait que sa mère reste en vie. Et Brooke répondit qu'elle ne prendrait pas d'ordre comme un chien qu'on protège. Elle ne prendrait que la vérité. Et s'il voulait sa coopération, il devait lui dire ce qui se passait vraiment. Declan regarda Brooke comme s'il pesait un couteau dans sa main, puis fit un très léger signe de tête. Et à l'extérieur de la salle à vitres sans teint, la musique restait douce comme du velours. Mais Brooke savait qu'elle venait d'entrer dans un monde où le velours n'était qu'une couverture et où, en dessous, c'était de l'acier. Declan ne fit pas attendre Brooke longtemps, peut-être parce qu'il comprenait que les gens comme elle ne pouvaient pas supporter l'ambiguïté. Ils vivaient de vérité même quand la vérité faisait mal. Et quand l'avocat partit pour réviser les papiers selon les limites que Brooke avait fixées, Declan se leva, l'emmena dans un autre couloir plus profond, plus calme, où les peintures n'étaient pas là pour être belles, mais pour tromper. Et la porte finale s'ouvrit sur un bureau sombre qui sentait le bois neuf et le vieux papier, la lampe de bureau jetant de la lumière sur son visage de sorte que la pâleur ressortait plus durement. Comme si son corps n'avait toujours pas rattrapé le fait qu'il avait vécu, il ne s'assit pas tout de suite. Il ferma la porte, vérifia la serrure, puis se tourna vers Brooke, sa voix basse et égale, comme s'il lisait un rapport qu'il détestait devoir livrer. Il dit qu'il y avait un grand livre, pas un vieux livre en papier, mais un livre crypté qui enregistrait chaque flux d'argent passant par des sociétés écrans, des contrats d'expédition, des dons caritatifs, les poignées de main entre la pègre et les hommes en costume propre. Et à l'intérieur, il y avait une section liée à un projet de terrain public à Chicago. Une propriété qui, sur le papier, était censée servir la communauté, mais en réalité était une machine à blanchir de l'argent, à acheter de l'influence et à pousser les pauvres hors des quartiers avec des chiffres qui semblaient inoffensifs. Brooke écouta et eut froid, car les terrains publics ne lui étaient pas étrangers, ni les projets qui promettaient du changement et se transformaient en bâtiments où elle ne mettrait jamais les pieds. Elle ne s'attendait simplement pas à entendre la vraie raison de la bouche d'un homme qui se tenait de l'autre côté de la loi. Declan dit que ce grand livre transformait tout en une condamnation pour beaucoup de gens. Pas seulement pour lui car il était l'ombre exposée tandis que les propres se tenaient derrière. Et à cause de cela, si le livre était publié de la mauvaise manière, cela n'apporterait pas la justice. Cela apporterait une purge. Les puissants brûleraient chaque témoin, chaque quartier, chaque fil pour se sauver. Et les gens comme Brooke seraient les premiers à mourir sans qu'aucun gros titre ne soit écrit sur eux. Brooke demanda qui l'avait pris. Et Declan n'esquiva pas. Il dit qu'il y avait un traître à l'intérieur de son propre cercle, quelqu'un d'assez proche pour connaître les horaires, assez de confiance pour être autorisé à toucher des choses que personne n'était censé toucher. Cette personne avait vendu des informations à un tiers, pas un gang de rue, mais un réseau avec de l'argent et des relations. Et ils avaient enragé 12 assassins, pas parce qu'ils voulaient un spectacle, mais parce qu'ils voulaient que ce soit fini vite, proprement. Avant que Declan n'ait le temps de comprendre où le couteau avait été placé dans son dos, Brooke sentit son estomac se nouer. Pas par sympathie pour Declan, mais parce qu'elle comprenait cette logique froide. Un homme puissant tombé dans une allée pour que tout ressemble à une violence ordinaire, et la ville l'avalerait comme elle avait avalé 1000 autres histoires. Declan regarda Brooke comme s'il pesait combien de vérité elle pouvait porter. Puis il dit ce qui la fit se sentir vraiment piégée. Que si la police trouvait le grand livre en premier, ils ne protégeraient pas les témoins. Ils transformeraient les témoins en preuves, les traîneraient dans la lumière, puis les rejetteraient dans l'obscurité. Car le système pouvait paraître propre sur le papier, alors qu'à l'intérieur, il avait encore les mains sales. Et ses mains ne voulaient pas qu'un grand livre brise l'ordre dont elle profitait. Brooke pensa aux hippos qui avaient été saisis,
pensa à la façon dont la détective l'avait regardé, pensa à la caméra de la ville enregistrant sa silhouette, et elle comprit que ce que Declan appelait un système propre n'était vraiment qu'une autre machine. Une machine qui utilisait la procédure pour broyer les gens, tandis que la machine de Declan utilisait la peur pour les contrôler, et elle était coincée entre les deux comme une fine feuille de papier. Elle demanda pourquoi il lui disait cela, pourquoi il l'entraînait là-dedans alors qu'il avait un empire et des dizaines d'hommes pour gérer ça. Declan répondit platement qu'elle était la seule variable cette nuit-là que le traître n'avait pas prise en compte, qu'elle l'avait sauvé et ruiné le plan, et maintenant il viendrait pour elle pour boucher le trou, car il n'y avait rien de plus dangereux qu'un témoin qui n'avait pas été contrôlé. Brooke voulait dire qu'elle ne voulait aucune part de cela. Mais Declan la coupa, sa voix plus basse, plus tranchante, disant qu'elle en faisait partie au moment où elle s'était tenue à l'entrée de cette allée et avait élevé la voix. Et si elle voulait que sa mère vive, si elle voulait vivre elle-même, elle devait comprendre que ce jeu ne consistait plus à choisir de rester dehors ou d'entrer. Il s'agissait de choisir qui contrôlerait son histoire, les chasseurs, ou l'homme debout devant elle avec des yeux froids comme l'acier, et un grand livre qui pourrait mettre le feu à une ville entière. Les jours qui suivirent passèrent comme une musique de fond baissé, plus de coupes du créancier, plus de voitures sombres plantées sous la fenêtre de sa pension. Et cela aurait dû laisser Brooke respirer. Mais au lieu de cela, elle avait l'impression d'avoir été placée dans une boîte doublée de velours, plus chaude, plus propre, plus sûre et scellée si hermétiquement qu'il était difficile de respirer. L'endroit temporaire que Declan avait arrangé n'était pas un penthouse voyant. C'était un appartement vide dans un immeuble gardé, des couloirs parfumés au nettoyant pour sol, des caméras à chaque coin, une entrée par carte magnétique, et un portier qui la regardait sans curiosité, seulement avec prudence, comme si son travail était de s'assurer qu'elle ne disparaisse pas de s'assurer qu'elle était libre. Son téléphone fut lui remplacé par un nouvel appareil qui ne contenait aucun de ses anciens contacts. Chaque appel sortant devait passer par un numéro intermédiaire, et chaque fois qu'elle sortait de l'ascenseur, il y avait toujours une ombre marchant quelques mètres derrière elle. Pas assez près pour appeler ça une filature, mais assez près pour lui rappeler que sa vie se trouvait maintenant à l'intérieur du rayon de contrôle d'un homme qui ne faisait jamais confiance à la spontanéité. Sa mère à l'hôpital fut transférée vers un meilleur spécialiste. Les infirmières parlaient à Brooke sur un ton différent, plus de rappels froids, mais le genre de voix qui disait que le dossier de paiement avait été mis à jour. Tout était géré. Brooke l'entendait et voulait dire merci, mais elle ne savait pas qui remercier, car la nature de ceci n'était pas un miracle. C'était le pouvoir appuyant sur un bouton. Declan ne venait pas s'asseoir à côté d'elle comme le faisaient les hommes dans les films. Il n'était pas doux. Il ne la réconfortait pas. Il ne disait pas que tout irait bien. Il envoyait seulement de courts messages disant que sa mère avait sa dialyse prévue à l'heure. Le médecin avait examiné les résultats de laboratoire. Elle n'avait pas besoin de répondre. Et cette précision froide rendait Brooke soulagée et furieuse à la fois, car cela lui donnait l'impression de survivre grâce à un système qu'elle ne contrôlait pas. Elle essayait de garder ses limites en posant des questions difficiles, essayait de revendiquer son libre arbitre, mais chaque fois qu'elle demandait à sortir seule, la réponse était toujours « pas maintenant ». Chaque fois qu'elle voulait retourner à la pension pour récupérer ses affaires, la réponse était « ce n'est pas sûr ». Et Brooke commença à comprendre que sa liberté avait été rétrécie en un couloir plus joli, mais toujours un couloir. Un soir, alors que Brooke était assise près de la fenêtre, regardant la ville briller comme une peau avec des cicatrices, on frappa à la porte. Pas précipité, juste 3 coups réguliers comme un code. Puis l'un des hommes de Declan entra et dit platement que Declan voulait la voir. Brooke fut emmenée au garage et sur la banquette arrière d'une autre voiture noire, se déplaçant dans des rues où les lampadaires rendaient tout plus propre que ça ne l'était vraiment. Et quand la voiture s'arrêta à un entrepôt près des quais, Brooke sentit le fer, l'huile et l'haleine froide de l'eau, une odeur qui n'appartenait à aucun salon luxueux. Declan se tenait dans l'obscurité sous des lumières fluorescentes blanches, son manteau ouvert, sa blessure soigneusement enveloppée, son visage inchangé, et devant lui se trouvait un autre homme tenu fermement, bouche scotchée, mains liées, yeux paniqués, les yeux de quelqu'un qui comprenait qu'il n'y avait pas de chemin de retour.
Avant que Brooke ne puisse demander, Declan parla, calme, disant que cet homme avait travaillé pour lui, avait été de confiance, mais avait vendu un petit morceau d'information aux mauvaises personnes. Et dans le monde de Declan, un petit morceau d'information pouvait tuer plus de gens qu'une arme. Brooke regarda l'homme secouer la tête, essayant de parler à travers le ruban adhésif. Et elle regarda Declan, espérant trouver une fissure, une place pour la pitié. Mais Declan ne lui donna pas ça. Il ne frappa pas, il ne cria pas. Il fit seulement un signe, et un garde du corps s'avança, sortit un téléphone de la poche de l'homme, ouvrit un fil de messages et le posa sur la table comme une sentence. Declan se pencha et dit quelque chose de très petit à l'oreille du traître, des mots que Brooke ne pouvait pas entendre, mais elle vit l'homme commencer à sangloter. Et puis la porte de l'entrepôt s'ouvrit derrière eux. Deux autres le traînèrent au loin. Pas de cris, pas de longue lutte, seulement un espace froid et vide laissé derrière, comme s'il n'avait jamais existé. Brooke resta immobile, les mains froides, les mots précédents de Declan sur le grand livre, et la purge résonnait dans son esprit. Et elle comprit que la violence dans ce monde n'avait pas besoin de bruit. Elle avait seulement besoin d'efficacité. Declan se tourna et la regarda, ne demandant pas la permission, n'offrant pas d'explication, comme si son témoignage faisait partie d'un test pour voir si elle craquerait, pour voir si elle fuirait. Brooke voulait hurler qu'elle ne voulait rien voir de tout ça, voulait dire qu'elle n'appartenait pas à ce genre d'obscurité. Mais sa gorge ne fit aucun son corps au même moment. Son téléphone vibra avec un message de l'hôpital disant que sa mère avait été déplacée vers un créneau de traitement plus tôt, et Brooke se sentit tirer dans deux directions. Détestant Declan pour ce qu'il était, le craignant pour ce qu'il pouvait faire, et pourtant incapable de nier qu'en ce moment même, sa mère vivait plus facilement grâce à un signe de tête de sa part. Declan s'approcha, ne la toucha pas, se tint seulement assez près pour que Brooke sente le froid émanant de son manteau. Et il parla lentement, disant qu'elle devait comprendre une chose. Sa sécurité n'était pas gratuite. Elle était achetée par lui nettoyant les menaces autour d'elle avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Brooke le regarda, le dégoût et la gratitude se mélangeant en un goût amer. Et pour la première fois, elle réalisa que la chose la plus dangereuse n'était pas les assassins dehors. C'était la vérité qu'elle commençait à s'appuyer sur un homme qu'elle détestait et craignait à la fois, juste pour arriver à demain. Quelques jours après la nuit de l'entrepôt, Declan ne dit rien de plus sur l'homme qui avait disparu. Et il ne demanda pas à Brooke si elle dormait, comme si ces questions n'existaient pas dans sa langue. Mais ce matin-là, la voiture emmena Brooke sur un itinéraire différent. Pas vers l'appartement sécurisé ou l'hôpital, mais vers un vieux bâtiment en briques au bord d'un quartier que Brooke traversait d'enfant, où les magasins fermaient tôt et les terrains de jeu restaient enchaînés comme si tout le bloc avait été puni pour être pauvre. Le portail en fer s'ouvrit et à l'intérieur se trouvait un petit chantier, propre et organisé, des ouvriers peignant, d'autres installant des lumières, des perceuses mordant dans l'air, et un nouveau panneau encore emballé dans du plastique qui nommait un projet de centre communautaire. Les lettres si propres qu'elles semblaient déplacées contre les murs fissurés. Declan sortit de la voiture en vêtements sombres sans logo, pas de discours, pas de signe de la main. Mais sa seule présence fit à se redresser les gens par réflexe. Et Brooke se tenait à côté de lui, regardant comment le pouvoir ici n'avait pas besoin de crier. Il avait seulement besoin d'arriver. Une femme gérant le projet présenta des plans, des horaires de cours, une zone d'entraînement, un coin lecture, des services d'aide à l'emploi, tout ce qui ressemblait aux bonnes choses que Brooke avait entendues 100 fois à la télévision et ensuite regardé mourir jeune. Mais cette fois, quelque chose était différent, car l'argent ne venait pas d'un fonds vague. Il venait d'une source que toute la ville craignait et respectait, et à cause de cela, tout bougeait avec une vitesse troublante. Declan se tint devant le panneau et dit à un groupe de journalistes invités que c'était un projet de réinvestissement pour la communauté, que cet endroit ouvrirait aux enfants, aux familles, aux gens laissés pour compte. Et il dit tout cela sans émotion, d'une voix d'affaires froide comme s'il annonçait un marché. Et ce manque de performance rendait la chose plus difficile à contester. Brooke comprit tout de suite que ce n'était pas seulement de la charité. C'était une couche douce de protection, une zone sûre construite avec de la lumière pour couvrir les mouvements dans l'obscurité, et aussi une forme silencieuse d'expiation, le genre d'expiation que Declan pouvait tolérer.
L'expiation par l'action, pas par l'excuse, où elle fut entraînée dans les opérations non pas parce que quelqu'un voulait l'occuper, mais parce qu'elle savait réellement comment ce quartier respirait, savait ce que les parents craignaient, savait ce dont les enfants avaient besoin au-delà des slogans, et quand elle se tenait là à parler avec une jeune mère des heures d'ouverture, de l'espace d'études gratuit, de la garde d'enfants pour que les parents puissent prendre des corps supplémentaires, Brooke vide les yeux des gens passer de la suspicion à un espoir prudent. Un espoir si rare que le simple fait d'avoir une promesse tenue à l'heure pouvait faire briller les yeux de quelqu'un de larmes. Les enfants commencèrent à rôder près du portail. D'abord seulement en regardant, puis en entrant, puis en riant quand ils virent de nouveaux ballons de basket, de nouveaux livres, de nouveaux murs. Et Brooke réalisa que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas entendu de rire dans un endroit qui ne contenait d'habitude que des sirènes et des disputes. Mais en même temps, elle sentit un autre type de regard. Le regard de gens qui sentaient l'argent et la terre comme d'autres sentaient le sang. Lors d'un événement d'introduction qui incluait quelques représentants de la ville, un politicien local se montra, sourire épais, poignée de main ferme, disant toutes les bonnes lignes sur la communauté et l'avenir. Mais ses yeux n'allaient pas vers les enfants. Ils allaient vers les dessins du site, les limites du terrain, les endroits où l'expansion pouvait se produire, comme s'il calculait chaque pied carré. Il fit l'éloge de Declan juste assez fort pour que les caméras l'attrapent, puis il se tourna vers Brooke et demanda qui elle était. Demanda comment elle était liée à ce dôme, le ton amical. Mais les questions visaient précisément des points qui pourraient devenir un dossier, et Brooke sentit sa peau devenir froide, car elle se souvenait de ce que Declan avait dit sur les projets de terrain public et les gens propres avec de la saleté à l'intérieur. Declan se tenait à côté d'elle et n'intervint pas. Il regarda seulement la réaction de Brooke comme un autre test, et Brooke répondit brièvement, dit qu'elle aidait seulement aux opérations, qu'elle avait vécu près d'ici avant, qu'elle voulait que les enfants aient un endroit sûr, rien de plus, rien de moins, ne lui donnant rien qu'il puisse tenir. Le politicien sourit, un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. Puis il partit. Mais Brooke savait qu'il n'oublierait pas son visage car les gens comme ça n'oubliaient aucune pièce qu'ils pourraient utiliser. Ce même après-midi, alors que Brooke scotchait des horaires de cours sur le tableau d'affichage, un homme plus jeune apparut, chemise de couleur claire, badge de bénévole soigneusement accroché, sourire agréable, se présentant en disant qu'il avait entendu dire que cet endroit avait besoin de quelqu'un pour enseigner des compétences et aider avec la paperasse d'emploi, qu'il avait de l'expérience de travail avec la communauté, qu'il voulait seulement aider. Chaque mot était juste, trop juste, juste d'une manière qui mettait Brooke mal à l'aise, comme si quelque chose venait d'être placé dans un emplacement vide sans que personne ne demande qui l'avait apporté. Il dit qu'il connaissait le nom de Brooke, dit qu'il l'avait vu mentionné dans un groupe d'organisation locale, et Brooke regarda la façon dont ses yeux scannaient l'espace, la façon dont il glissait sur les caméras, la sortie de secours, le planning du personnel, et elle sentit une petite épine s'enfoncer dans ses instincts, que ce bénévole était arrivé trop parfaitement, trop à l'heure, comme une pièce conçue pour se glisser dans le tableau. Brooke se tourna pour regarder Declan, et pour la première fois, elle le vit non pas regarder le centre, non pas regarder les journalistes, non pas regarder le politicien qui venait de partir, mais regarder droit vers le bénévole, son regard froid et immobile, comme s'il avait réalisé, lui aussi, que sous le velours doux de cette bonne chose, un fil d'une couleur différente venait de commencer à être tissé. La confiance dans ce quartier était comme une flamme essayant de s'élever d'une allumette mouillée. Elle pouvait s'embraser et mourir dans le même souffle. Et Brooke le savait. Alors elle tenait tout serré comme on retient sa propre respiration. Chaque première session devait commencer à l'heure. Tenir sa promesse. Garder son sentiment de sécurité pour que les parents puissent relâcher leur emprise sur la peur juste un instant. Cet après-midi-là, le cours de basket des enfants ne durait que depuis 15 minutes. Le bruit sourd et régulier du ballon sur le sol fraîchement nettoyé. De petits rires roulant sur les murs de briques comme une sorte de lumière que ce bâtiment avait oublié. Puis les lumières du plafond clignotèrent une fois, deux fois et s'éteignirent. Ce n'était pas une panne normale car tout le bloc à l'extérieur de la fenêtre brillait encore. Seul ce bâtiment avait été avalé par l'obscurité. Et juste après cela,
Le générateur de secours qui aurait dû se déclencher resta silencieux aussi, comme si quelqu'un avait mis une main autour de sa gorge. Dans le noir, il y eut un cri de petit enfant, puis des pieds de chaise raclants, des pas désordonnés. Et Brooke sentit ce moment comme un piège qui s'ouvrait, car dans les endroits qui avaient porté la violence, l'obscurité n'était pas seulement l'obscurité, c'était la mémoire. Elle ne cria pas, elle ne courut pas en rond. Elle entra au centre de la pièce avec un calme si froid qu'il la surprit elle-même. Sa voix épaisse et stable, disant à tout le monde de rester immobile, disant aux enfants de se tenir la main, disant aux parents de rassembler leurs enfants près du mur. Et pendant qu'elle parlait, elle alluma la lampe de poche de son téléphone, aimant le faisceau vers le sol pour ne pas aveugler personne, faisant seulement une petite ligne de vue pour que les gens ne paniquent pas. Un employé courut en disant qu'il y avait une odeur de brûlé dans la salle des équipements. Brooke ne laissa personne se précipiter. Elle divisa les tâches comme si elle déplaçait des troupes. Une personne guidant les enfants par la porte principale en ligne, une personne ouvrant la porte latérale pour ventiler l'air, une personne appelant les pompiers, et elle-même retourna dans le couloir, se déplaçant vite, mais sans avoir l'air pressé, car dans sa tête, la panique était exactement ce qu'un saboteur voulait. La porte de la salle des équipements était entr'ouverte, une fine fumée s'échappant, pas assez épaisse pour tuer, mais assez épaisse pour faire imaginer le pire aux gens. Et quand Brooke vit que le panneau électrique avait été forcé, les fils coupés net, de la façon dont quelqu'un coupe ce qu'il comprend déjà, elle sut que ce n'était pas un accident. C'était un message. Dehors, les parents s'étaient regroupés, des voitures s'arrêtaient dans la rue, quelques personnes commençaient à filmer, et les rumeurs se répandaient plus vite que la fumée, que le centre n'était pas sûr, que quelqu'un était blessé, que ce n'était qu'un coup de publicité d'un patron du crime, que quiconque amenait son enfant ici invitait les ennuis. Brooke se tenait à l'entrée, gardait sa voix calme, expliquait que tout le monde était sorti en sécurité, que personne n'était blessé, que les pompiers étaient en route, mais elle vit dans les yeux des parents quelque chose que les mots ne pouvaient pas atteindre. La peur d'être traîné directement vers l'endroit dont il venait d'essayer de sortir. Declan apparut après cela, pas bruyamment, mais sa présence fit s'épaissir l'air comme du métal. Son regard balaya la porte forcée, les fils coupés, puis s'arrêta sur un garde du corps tenant un homme étrange qui avait été attrapé près de la sortie arrière, le visage de l'homme pâle, ses mains tremblantes, sa bouche bégayant qu'il ne faisait que passer, qu'il n'avait rien fait. Declan ne posa pas de questions. Il n'en avait pas besoin, car pour lui, la preuve suffisait. Et Brooke vit dans la légère inclinaison de sa tête, dans la façon dont il fit signe, une décision se préparant à être exécutée selon la même méthode qu'elle avait vue à l'entrepôt, propre, efficace, disparaissant. Elle s'avança immédiatement, se mit entre Declan et l'homme comme on se met entre la nuit et un enfant. Dis non, dis pas ici, pas devant les parents. Passe le premier jour où ils avaient enfin osé faire confiance. Declan la regarda comme si elle pressait sa main contre une lame, sa voix basse alors qu'il disait que cet homme était venu envoyer un message, et un message devait recevoir une réponse, ou demain quelque chose d'autre brûlerait. Brooke répondit que s'il répondait par la violence, les parents ne sépareraient pas qui avait allumé le feu et qui l'avait puni. Ils verraient seulement ce centre taché de sang. Ils retireraient leurs enfants. Et alors le saboteur gagnerait sans même avoir besoin de tuer qui que ce soit. Declan s'approcha, ses yeux froids, lui demanda si elle pensait qu'il pouvait construire un endroit comme celui-ci avec des mots. Brooke leva le menton et dit qu'il pouvait construire avec de l'argent, avec du pouvoir. Mais la confiance ne se construisait qu'en ne faisant pas peur aux gens. Et s'il voulait que cette couche douce de protection survive, il devait apprendre à ne pas la tremper dans sa propre obscurité. Ils se tenaient face à face dans la lumière des camions de pompiers qui arrivaient, la sirène déchirant leurs mots en morceaux, et Brooke sentit la fissure entre eux s'ouvrir comme une ligne de fracture dans du barème, pas parce qu'ils ne partageaient pas le même but, mais parce qu'ils croyaient à deux façons différentes de survivre. Declan fit finalement signe de relâcher l'homme à la police, mais le regard dans ses yeux alors qu'il se détournait disait qu'il ne pardonnait pas. Il retardait, et Brooke le regarda partir, comprenant qu'à partir de ce moment, le centre communautaire n'était pas seulement un projet. C'était un champ de bataille.
Et la fracture entre elle et Declan serait là où quelqu'un d'autre essayerait de se glisser. Après la panne, le quartier ne cria pas, ne protesta pas, ne frappa pas aux portes en exigeant des réponses. Ils firent quelque chose de plus effrayant que tout cela. Ils devinrent silencieux. Le genre de silence que les gens apprennent quand ils comprennent que parler signifie être remarqué, que la sécurité n'est parfois rien de plus que de baisser la tête et de se glisser hors de la ligne de mire. Dans les jours qui suivirent, le portail du centre restait ouvert. Les horaires de cours pendaient toujours au tableau. Les ballons de basket étaient toujours sur le support. Les livres toujours alignés proprement sur les étagères, mais il y avait plus de chaises vides que de rires. Les parents passaient devant, regardaient à l'intérieur, puis détournèrent le visage. Les enfants étaient tirés par la main, pressés, comme si le regard de quelqu'un pouvait s'étendre et les attraper. Brooke se tenait dans la salle d'activité en fixant le mur fraîchement peint et avait l'impression de regarder quelque chose s'effacer juste devant elle. Les bonnes choses qu'elle s'était battue pour maintenir ensemble, mourant non pas par manque d'argent, mais de peur. Et la peur gagnait toujours de la manière la plus propre. Elle n'avait pas besoin de casser quoi que ce soit d'autre. Elle avait seulement besoin d'empêcher les gens de revenir. Elle appela quelques mères qui avaient promis d'amener leurs enfants. Elles répondirent, restèrent silencieuses un long moment, puis parlèrent d'une petite voix, disant qu'elles ne pouvaient pas, qu'elles avaient entendu des gens parler, qu'elles ne voulaient pas d'ennui. Chaque phrase se terminant par une excuse, comme si elle s'excusait de vouloir vivre tranquillement, et Brooke ne pouvait même pas être en colère. Elle sentit seulement un morceau de sa poitrine se creuser. Elle essaya de travailler plus dur pour compenser, passant la serpillière, empilant les chaises, recollant les affiches, disposant des collations comme si le soin pouvait ramener les gens. Mais ces petits dénages ne pouvaient pas tenir contre la plus grande vérité. Juste au moment où Brooke se tenait seule dans la petite cuisine du centre, son téléphone vibra, l'hôpital, et la voix de l'infirmière cette fois ne tourna pas autour du pot. Elle dit que l'état de June Ashford empirait. Elle avait besoin de tests supplémentaires et d'un nouveau type d'intervention. Mais l'assurance ne suffisait pas. L'hôpital avait besoin d'une confirmation de paiement ou d'un transfert. Brooke sentit sa tête commencer à bourdonner. Elle demanda combien, et la voix lut le nombre comme un code. Brooke ne pouvait même pas s'accrocher aux chiffres. Elle s'accrochait seulement à la sensation de chute libre, car elle venait d'échapper aux créanciers, venait d'échapper aux appels silencieux. Et pourtant, elle était ramenée au même vieux précipice. Argent et temps. Elle appela le bureau des finances de l'hôpital, fut transférée, fut mise en attente, écouta la musique d'attente comme une musique funèbre. Et quand quelqu'un décrocha enfin, ils parlèrent de procédures, de dépôt, de délais, polis d'une manière qui était cruelle, comme si les cœurs humains n'étaient pas un article dans le catalogue. Brooke quitta le centre et s'assit sur un banc dehors, les mains tremblantes, regardant la circulation passer comme si tout le monde vivait dans une dimension différente où respirer était facile. Un texto arriva d'un numéro non enregistré, pas une menace, une proposition, disant qu'il pouvait gérer les frais d'hôpital immédiatement si Brooke acceptait de rencontrer quelqu'un dans un hôtel près de la rivière ce soir. Juste parler, juste signer une chose. Tout irait bien. Brooke connaissait ce piège. Elle l'avait vu sur les visages des créanciers, sur les costumes souriants à l'hôpital, dans le silence du quartier. C'était le genre de piège qui n'avait pas besoin d'une arme. Il avait seulement besoin de quelqu'un de désespéré. Elle voulut l'effacer. Puis elle regarda la photo de sa mère sur son téléphone, un visage plus mince mois après mois, des yeux essayant encore de sourire pour que Brooke n'ait pas peur. Et Brooke se sentit sur le point de se briser exactement à son point le plus faible. Cette nuit-là, elle alla à l'hôtel comme quelqu'un marchant dans l'eau froide, chaque pas lourd, une question se répétant dans sa tête. Si elle vendait un morceau de sa vie pour sauver sa mère, était-ce ce qu'une fille était censée faire? Et au moment où elle entra dans le hall, un homme s'approcha, bien habillé, dit son nom, dit qu'ils avaient seulement besoin de sa signature pour un accord de coopération. Et ses yeux ne la regardaient pas comme une personne, ils la regardaient comme une porte. Brooke s'immobilisa un instant, puis elle entendit derrière elle le doux tapotement de chaussures sur la pierre. Pas précipité, mais lourd de détermination, comme une ligne droite coupant à travers tout. Declan apparut juste à côté d'elle. Il ne mit pas ses bras autour d'elle, ne la tira pas contre lui.
Il posa seulement sa main sur le dossier d'une chaise voisine comme une revendication froide, et son regard frappa l'homme assez fort pour que le sourire sur le visage de l'homme se fige. Elle ne signe rien, dit Declan, la voix basse, pas élevée. Mais tout le hall sembla reculer quand même. L'homme força un rire et dit que ce n'était qu'une aide financière, seulement une opportunité. Declan ne discuta pas. Il fit un signe et deux autres hommes apparurent près de l'entrée, silencieux, prenant simplement des positions qui rendaient chaque chemin que l'homme pouvait prendre plus étroit. Brooke regarda Declan, voulait demander s'il l'avait suivi, voulait crier qu'elle n'était pas une otage, mais les mots se bloquèrent car elle vit dans ses yeux quelque chose qui n'était pas de la tendresse. C'était une compréhension impitoyable qu'elle avait été poussée à bout. Declan ne dit pas « je t'aime », ne dit pas « n'aie pas peur ». Il se tourna seulement vers le réceptionniste, dit quelques courtes lignes avec un nom et un numéro de téléphone, et en quelques minutes, le téléphone de Brooke vibra, l'hôpital rappelant. L'heures ont clairement changé, disant que quelqu'un avait garanti le dépôt. Le plan de traitement avancerait, et elle avait seulement besoin de venir signer les papiers de consentement familial. Brooke resta là, les yeux brûlants, pas de bonheur, mais parce qu'elle comprenait qu'elle venait d'échapper à un type de vente seulement pour voir sa dette changer de forme, due maintenant à un homme dont elle ne voulait pas dépendre. Declan la regarda, ses yeux pas doux, et dit une phrase comme un clou enfoncé dans le bois, que si elle voulait sauver sa mère, elle devait elle devait apprendre à faire la différence entre quelqu'un qui tend la main pour la tirer vers le haut et quelqu'un qui tend la main pour la traîner vers le bas. Et puis il la tira hors du hall de l'hôtel avec un mouvement qui était brusque mais protecteur, comme tirer quelqu'un en arrière d'un rebord avant qu'il ne puisse faire un pas de plus. Après la nuit de l'hôtel, Brooke n'était pas assez naïve pour croire que si elle vivait simplement tranquillement, tout s'arrangerait tout seul. Car au moment où elle avait failli signer, elle avait vu que le piège n'était pas dans le papier. Il était dans son désespoir, et qu'elle comprenait que si elle continuait à être poussée comme quelque chose de léger, la prochaine fois, personne ne la tirerait en arrière à temps. Sa mère fut admise dans le protocole de traitement. L'hôpital arrêta d'utiliser ce ton mécanique pour l'oppresser. Mais le soulagement ne se transforma pas en paix. Il se transforma en une sorte de conscience aiguë, comme si chaque respiration calme avait été payée par quelqu'un. D'une manière ou d'une autre, Brooke retourna au centre communautaire avec un nouveau but, non seulement pour reconstruire la confiance avec des affiches et des sourires, mais pour découvrir qui ciselait les murs de l'intérieur. Car la personne qui avait coupé le courant la dernière fois savait bien trop bien quel fil se couper et à quelle heure frapper. Cela ne venait pas de la chance. Cela venait de l'information. Elle commença par les plus petites choses, la façon dont une personne pauvre apprend à survivre par les détails. Elle demanda l'accès aux caméras internes sous prétexte de vérifier la sécurité après l'incident. Elle s'assit dans la salle de surveillance à la fin de la journée, la lueur bleue pâle des écrans baignant son visage. Et elle rembobina et rejoua des images que personne ne voulait regarder, que les portes s'ouvraient quand, qui utilisait l'entrée latérale, qui s'attardait trop longtemps près du panneau électrique, qui disparaissait au moment exact où les lumières s'éteignaient. Elle compara cela au planning du personnel, à la liste du personnel, aux heures de début des cours, et elle commença à avoir un motif prudent. Chaque fois qu'il y avait une activité bondée, il y avait toujours une fenêtre de 10 minutes avant où quelqu'un passait par le couloir de service comme par accident. Et cette personne était souvent le nouveau bénévole, celui qui était arrivé trop parfaitement à l'heure. Brooke ne se précipita pas vers une conclusion. Elle se força à garder la tête froide, car une mauvaise conclusion dans ce monde pouvait tuer quelqu'un. Elle continua à observer ses habitudes. Comment il demandait nonchalamment les cartes du personnel. Comment il se tenait à côté du tableau d'affichage plus longtemps que nécessaire. Comment il pouvait raconter des histoires lisses sur le travail communautaire. Mais ses yeux glissaient toujours sur les caméras avant de glisser sur les enfants. Brooke chercha son nom dans le fichier des bénévoles. Papier légitime, numéro de téléphone, adresse, tout si propre que cela semblait suspect, le genre de propre qu'on obtient quand quelqu'un qui connaît la procédure efface quelque chose. Elle essaya une voix différente et demanda aux gens qui travaillaient dans la zone depuis longtemps s'ils l'avaient déjà vu. La plupart secouèrent la tête. Une personne dit que le nom semblait familier mais ne pouvait pas placer le visage. Et ce flou d'incertitude fit sentir à Brooke les poils de sa peau se dresser. Elle commença à le suivre par de petits mouvements
planta une fausse feuille sur un horaire de réunion dans un endroit que seul le personnel interne verrait, puis vérifia les caméras pour voir qui la photographiait. Elle changea l'heure d'ouverture dans une conversation mise en scène décontractée et regarda si cette information fuyait à l'extérieur. Et quelques jours plus tard, une voiture étrange apparut exactement à cette fausse heure, garée au coin comme si on lui avait donné l'horaire. Brooke n'avait pas besoin de plus de preuves pour savoir qu'il y avait une ligne d'information. Elle avait seulement besoin de savoir où elle menait. Un après-midi, alors que le bénévole se tenait dehors pour prendre un appel téléphonique, Brooke passa devant et saisit quelques mots brisés. Pas assez pour l'accuser, mais assez pour qu'elle reconnaisse le nom d'un bureau politique local, le même qu'elle avait vu sur un dépliant pour une collecte de fonds dans un hôtel du Loop, l'endroit où les gens parlaient de communauté et de voix lisses comme de l'huile. Brooke ne le confronta pas et elle n'appela pas Declan parce qu'elle avait vu comment Declan nettoyait, et elle savait que si elle parlait trop tôt, l'homme disparaîtrait avec les preuves, comme l'homme à l'entrepôt, et alors elle se retrouverait avec rien d'autre que l'intuition, et l'intuition ne battait pas les systèmes. Elle choisit de jouer aux échecs d'une manière que Declan pourrait détester, mais que le système craindrait. Elle photographia l'écran de la caméra avec son téléphone, nota les heures, nota les dates, nota la plaque d'immatriculation de la voiture étrange, nota chaque fois que le bénévole entrait dans le couloir de service. Elle fit un double des données et le cacha à 2 endroits. Un qu'elle garda, un qu'elle envoya à un nouvel email. Non connecté à aucun de ses comptes, comme si elle se préparait pour le jour où elle serait dépouillée de tout. Elle commença à agir plus normalement autour du bénévole, même plus amical, pour qu'il ne devienne pas soupçonneux. Tandis qu'à l'intérieur d'elle, chaque sentiment était compressé en une seule ligne froide. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette allée, Brooke n'était pas celle qui était traînée par des forces invisibles. Elle tirait en arrière petit à petit avec des preuves, avec de la patience, avec l'apprentissage des règles des machines entre lesquelles elle était piégée, pour qu'un jour, quand Declan voudrait résoudre ça par la violence, elle puisse placer sur la table la seule chose qui rendait la violence inutile, la vérité signée par le temps et la caméra. Brooke pensait se rapprocher de la vérité. Quand le jeu changea, comme si quelqu'un derrière l'échiquier décidait qu'il n'était pas nécessaire d'attendre qu'elle rassemble des preuves, c'était assez pour la briser. Et cette rupture arriva un après-midi où elle quitta l'hôpital après avoir signé les papiers familiaux, marchant à travers la structure de stationnement à plusieurs niveaux parce qu'elle ne voulait pas qu'une des voitures de Declan la récupère trop ouvertement. Le vent du lac coupait à travers, froid et tranchant, et Brooke sentit une sensation familière comme la nuit de l'allée. La sensation d'être observé de derrière avant même de se retourner. Un homme se tenait près de la machine de paiement, portant une casquette de baseball, un téléphone à la main, ordinaire à première vue. Mais quand leurs yeux se rencontrèrent, Brooke vit le vide dans son regard. Le vide de quelqu'un travaillant sur ordre. Pas de curiosité, pas d'émotion, seulement une cible. Elle bougea plus vite, ne courant pas, car courir disait au monde qu'elle avait peur, mais derrière elle, les pas s'accélérèrent, ne faisant plus semblant. Et Brooke comprit que la deuxième chasse avait commencé. Cette fois, pas pour tuer Declan dans le noir, mais pour le traîner dans la lumière en la plaçant sur l'hameçon. Elle jaillit du garage, traversa la rue, se glissa dans une étendue d'entrepôt près des quais où l'huile et l'eau de rivière se mélangeaient en une puanteur métallique humide. Des cornes de train lointaines comme un avertissement tardif et des conteneurs empilés formaient des couloirs étroits qui laissaient un chasseur se rapprocher. Brooke ne portait rien d'autre que son téléphone et un petit sac. Mais elle avait autre chose, une carte dans sa tête. Elle avait appris à lire les sorties, les angles morts, les caméras, les portes latérales, depuis les jours où elle fouillait dans les images du centre et depuis la nuit où elle avait sauvé Declan. Un bruit sec claqua derrière elle, pas fort, mais assez pour qu'elle sache qu'il y avait une arme. Brooke ne regarda pas en arrière. Elle coupa seulement sec, glissa à travers une flaque d'eau noire, faillit tomber, puis attrapa le bord d'un conteneur pour garder son équilibre. Le téléphone dans sa main vibra, un numéro inconnu. Brooke ne répondit pas, mais un court message clignota sur l'écran comme une lame. « Cours vite. Laisse Declan voir. » Et à cet instant, Brooke comprit qu'il n'avait pas besoin de lui tirer dessus tout de suite. Il la voulait une vivante assez longtemps pour paniquer et appeler à l'aide,
pour faire sortir Declan. Elle se força à ne pas appeler, car appeler, c'était perdre. Mais un vieux camion devant rugit soudainement à la vie comme si quelqu'un l'avait attendu, bloquant la sortie, et Brooke réalisa que ce n'était pas un homme qui suivait par hasard. C'était une formation. Quelqu'un la coupant devant, quelqu'un pressant par derrière, quelqu'un posté au coin pour la forcer dans le chemin mort. Elle tourna dans une bande industrielle où les usines fermaient tôt, la route vide, la lumière jaune sale au sodium se déversant sur le béton comme des eaux usées, et les pas derrière elle restaient plus serrés, non pressés, non paniqués, comme des animaux de chasse qui savaient que la proie fatiguait. Brooke courut par-dessus une clôture basse. Son manteau s'accrocha au fil de fer, se déchirant. Elle ne s'arrêta pas. Elle tira fort, la peau brûlant, mais cela ne faisait pas aussi mal que la pensée de sa mère allongée dans ce lit d'hôpital et Brooke disparaissant avant d'avoir pu la regarder une fois de plus. Un coup de feu claqua. La balle percuta le métal à côté d'elle, des étincelles jaillissant. Brooke se laissa tomber derrière un mur, respirant fort, et pour la première fois, elle vit clairement ce qu'ils étaient prêts à faire s'ils le devaient. Puis un autre bruit de moteur déchira l'air rapide et lourd, comme une bête plus grosse chargeant une meute de plus petites. Une voiture noire apparut au coin, pas de sirène, pas de lumière, conduisant seulement droit dans l'espace entre Brooke et les hommes qui la filaient, les forçant à se séparer. La porte s'ouvrit violemment. L'un des hommes de Declan attrapa Brooke et la hissa à l'intérieur avec un mouvement propre et puissant. Pas de questions, pas de permission, comme tirer un objet hors d'une ligne de tir. Et avant que Brooke ne puisse reprendre son souffle, elle entendit la voix de Declan à l'avant, basse, courte, donnant des ordres comme on appuie sur des boutons. La voiture coupa sec, glissa devant un portail d'entrepôt à moitié verrouillé, s'arrêta dans une cour cachée derrière une usine abandonnée. Et au moment où les chasseurs se précipitèrent, Declan sortit. Brooke ne vit même pas quand il était arrivé là. Elle le vit seulement debout sous cette lumière jaune sale, manteau sombre, colonne vertébrale droite, comme une coupure dans l'air. Et les hommes ralentirent un instant, car même les assassins savaient quand la proie s'était transformée en chasseur. Declan ne tira pas sauvagement. Il ne cria pas. Il bougea vite et précis. Un clignement d'œil et une arme fut arrachée. Un coup court à un poignet. Un coup de pied à un genou. Une prise d'étranglement resserrée juste assez pour faire tomber quelqu'un sans tuer. Une violence contrôlée comme une chirurgie. Propre et froide. Brooke, assise dans la voiture, regardait à travers la vitre et vit. Le sang ne giclait pas en spectacle. Il trempait seulement dans le tissu et le béton comme un rappel que le vrai pouvoir n'avait pas besoin de performance. Il avait seulement besoin de résultats. Un homme essaya de lever son arme vers Brooke à travers la fenêtre. Declan tourna, tordit le canon au loin, enfonça la crosse dans la tempe de l'homme, et l'homme s'effondra comme une ombre dont on coupe les lumières. Pas de cri, seulement un bruit sourd et lourd. Quand cela se termina, Declan revint à la voiture, ouvrit la porte, regarda Brooke, ses yeux ne demandant pas si elle allait bien, vérifiant seulement qu'elle respirait et était intacte. Puis il dit une courte ligne, qu'ils avaient changé de cible, qu'elle était de l'appât et qu'elle venait de le prouver. Brooke voulait répondre avec colère, mais sa gorge se serra car elle venait de voir à quel point il était dangereux. Une sorte de danger qui n'était pas bruyant, mais qui pouvait quand même effacer des gens d'une vie. Sur le trajet du retour, le téléphone de Brooke continua de vibrer avec des alertes de police concernant un incident lié à elle. Et quand ils s'arrêtèrent dans un endroit sûr, l'un des hommes de Declan tendit à Brooke une copie d'un rapport d'admission de preuves temporaires que l'avocat venait d'obtenir par une source à l'intérieur du département. Brooke le lut et ses mains devinrent froides, car listé parmi les preuves dans une affaire nouvellement ouverte, son zippo était enregistré comme saisi sur une scène liée à la violence et à l'intimidation de témoins. Avec des notes sur les empreintes digitales et un lien possible avec une altercation, Brooke fixa cette ligne et comprit la pièce finale du cauchemar. Quelqu'un avait utilisé son zippo non seulement pour la suivre, mais pour construire un piège légal, transformant le souvenir de son père en un nœud coulant autour de son cou. Ainsi, quand ils en auraient besoin, ils n'auraient qu'à tirer, la réduisant au silence avec la procédure, avec des accusations, avec la fausse propreté de la paperasse. Et Declan se tenait à côté d'elle, silencieux. Mais Brooke savait qu'à partir de ce moment,
La guerre n'était plus dans une allée ou sur les quais. Elle avait grimpé sur les bureaux de gens qui savaient utiliser la loi comme un couteau. Après la poursuite sur les quais, Declan ne ramena pas Brooke à l'appartement sécurisé tout de suite. Il l'emmena quelque part de plus scellé, un petit entrepôt converti en bureau temporaire si propre qu'il semblait froid. Rien de plus qu'une table en métal, une chaise, un ordinateur et une lumière blanche qui ne permettait pas à l'obscurité de cacher quoi que ce soit. Brooke tremblait encore de peur et de colère. Mais ce tremblement ne l'adoucissait pas. Il l'aiguisait. Et quand elle vit l'homme attaché à la chaise en face d'elle, sa bouche non scotchée, son visage contusionné, ses yeux baissés, Brooke sut que ce n'était pas l'un des assassins des quais. C'était celui qui avait ouvert la porte de l'intérieur, celui qui avait vendu des horaires, celui qui avait transformé un projet communautaire en champ de bataille, et peut-être celui qui avait poussé son zippo dans un dossier sale. Declan se tenait derrière elle, silencieux comme un murmure, deux gardes du corps à la porte, et Brooke pouvait sentir dans l'air la forme familière d'une sentence sur le point d'être exécutée. Efficace, calme, de la façon dont cela avait été dans l'entrepôt cette nuit-là. Elle s'avança avant que Declan ne puisse faire signe, posa sa main sur le bord de la table, regarda Declan droit dans les yeux et dit non. Dit que cette fois personne ne disparaissait. Cette fois, il devait vivre. Declan plissa les yeux, sa voix basse et froide demanda à Brooke où elle pensait être. Brooke répondit qu'elle était à l'endroit où il voulait gagner, pas juste survivre, et s'il tuait l'homme, il ne gagnerait qu'un combat dans la rue, tandis que le système gagnerait toute la guerre avec de la paperasse et des poignées de main. Declan l'observa un long moment, comme s'il pesait si elle avait le nerf de dire ça en face. Puis il fit un petit signe de tête et fit signe de reculer, n'étant pas entièrement d'accord, retardant seulement la fin à laquelle il était habitué. Brooke se tourna vers l'initié, sa voix pas douce et pas criante. Elle posa une question. Qui a payé? Qui l'a ordonné? Et pourquoi? L'homme resta silencieux au début, respirant seulement fort. Puis il leva les yeux vers Declan, comme s'il suppliait pour une mort plus rapide que la vérité. Mais Brooke ne le laissa pas se cacher. Elle posa le rapport d'admission de preuve copié sur le zippo sur la table et dit qu'ils avaient transformé un souvenir en nœud coulant, et s'il ne parlait pas, elle laisserait Declan le faire à sa manière. Dans cette pièce, le nom de Declan était comme une lame tenue sur la peau. L'initié avala, ses lèvres tremblèrent, et finalement, il dit qu'il n'avait pas le choix. Il dit qu'il était endetté, pas une petite dette, une dette à laquelle on n'échappe pas en prenant des corps supplémentaires. Il dit qu'il avait emprunté pour sauver sa famille, pour garder sa maison, pour payer le traitement d'un parent. Et puis un bureau politique est apparu comme un sauveur, promettant d'effacer la dette, promettant une protection en échange de seulement quelques morceaux d'information, quelques horaires, quelques ouvertures de portes au bon moment. Il dit qu'au début, c'était seulement donner l'heure à laquelle Declan quittait le salon. Puis c'est devenu des itinéraires. Puis c'est devenu le transfert d'un paquet de données. Et quand il a réalisé qu'il avait vendu plus qu'un horaire, quand il a entendu parler du grand livre et du projet de terrain public, il avait voulu arrêter, mais ce politicien le tenait à la gorge avec l'arme la plus efficace, la dette et la famille. Il dit qu'il connaissait l'adresse de sa mère, l'école de son enfant, l'heure à laquelle sa femme allait travailler, et chaque fois qu'il hésitait, il lui rappelait qu'un coup de fil suffisait pour que tout ce qu'il aimait disparaisse de sa vie comme les gens disparaissaient dans cette ville. Brooke écouta et sentit son estomac se serrer, pas par pitié, mais parce qu'elle comprenait ce mécanisme. C'était le même mécanisme qui l'avait traîné au bord du gouffre à l'hôtel. Seulement lui était tombé. Elle demanda le nom du politicien. L'initié trembla plus fort. Ses yeux se dirigèrent vers Declan, et Declan se tenait là comme une porte qui ne s'ouvrait pas, rendant clair que parler pouvait signifier la vie, et le silence signifierait certainement la mort. L'initié le dit enfin, le nom tombant de sa bouche comme une pierre, et Brooke le fixa dans son esprit, puis demanda où était de la preuve, les messages, les appels, les intermédiaires, qui a pris l'argent. Il dit qu'il y avait un deuxième téléphone, il y avait des emails, il y avait des réunions, il y avait un contact de ce bureau et il y avait une habitude. Ils se rencontraient toujours dans un café près de la mairie et ils utilisaient toujours la même ligne de salutation pour confirmer. Brooke regarda Declan et dit que la confession ne suffisait pas. Ils avaient besoin de preuves vivantes, quelque chose qui pourrait tenir sous la lumière.
Alors ils devaient le garder en vie assez longtemps pour tout remettre et coopérer. Declan eut un rire mince, pas de joie, seulement une expiration, et dit que garder un traître en vie était un risque. C'était de se salir les mains d'une manière différente. Brooke répondit que leurs mains étaient déjà sales. La question était de savoir s'ils voulaient les laver avec de l'eau ou avec du sang. Et s'ils voulaient battre le système, ils devaient utiliser ce que le système craignait le plus. Des preuves qui suivaient la procédure. Brooke se tourna vers l'initié et posa une condition sans douceur, qu'elle ne le forcerait pas à se tuer ou à l'utiliser comme appât. Mais il devait coopérer pleinement. Et en retour, sa famille devait être protégée. Pas une promesse vide. Une vraie protection, un endroit sûr, de nouveaux numéros, de nouveaux itinéraires, car s'il ne les protégeait pas, il se fermerait par peur. Declan réagit immédiatement, ses yeux s'assombrissant, sa voix disant que ce n'était pas son problème. Brooke soutint son regard et dit que s'il voulait que l'homme dise toute la vérité, il devait lui donner une raison de croire que parler ne ferait pas tuer sa famille, et c'était le seul chemin pour gagner, qui n'était pas juste gagner dans la rue. L'air dans la pièce se tendit comme un fil de fer. Puis Declan se détourna un instant, sa mâchoire serrée, et finalement il hocha la tête. Pas parce qu'il aimait ça, mais parce qu'il reconnaissait que Brooke avait raison. Et dans ce signe de tête, Brooke vit une rare concession, pas par sentiment, mais par stratégie, car pour la première fois, ils essayaient de frapper un ennemi en costume avec la seule chose que les costumes ne pouvaient pas tolérer, la vérité, avec un témoin qui respirait encore. Declan n'aimait pas les salles d'audience, n'aimait pas les rapports d'incidents, n'aimait aucun endroit où son pouvoir devait faire la queue derrière des tampons et des signatures. Mais après la confession de l'initié, il resta immobile devant une réalité que même lui ne pouvait pas détruire à coupe de poing. Que s'il voulait faire tomber un politicien, il ne pouvait pas le faire comme il faisait tomber un ennemi dans la rue. Car dans la rue, les gens craignaient les armes, mais à l'intérieur du système, les gens craignaient les preuves admissibles. Une avocate indépendante fut amenée, pas celle de Declan, pas liée à l'un des bureaux familiers autour de lui. Une femme aux cheveux soigneusement coupés, aux yeux vifs, une voix si calme qu'elle semblait froide, le genre de personne qui avait vu trop d'hommes puissants pleurer quand la lumière de la caméra s'allumait. Brooke s'assit en face d'elle dans une petite salle de conférence. Declan se tenait contre le mur comme une ombre qui refusait de s'asseoir. Et Brooke pouvait voir le conflit en lui. Il voulait écraser le problème maintenant, mais il se forçait sur un terrain où la loi était l'arme. L'avocate dit qu'ils avaient besoin de 3 choses. Une chaîne claire et enregistrée de communication, une transaction piège qui pourrait prouver l'intention de corrompre et d'intimider un témoin, et une piste pour le grand livre qui était assez forte pour forcer l'autre côté à montrer son visage. Car les gens au pouvoir ne bougeaient pas à moins de voir une récompense. L'initié serait gardé en vie dans un endroit scellé, communiquant via un équipement fourni par l'avocate pour empêcher les accusations de fabrication. Chaque appel enregistré selon la procédure, chaque message sauvegardé avec des horodatage et chaque réunion documentée avec un témoin ou une caméra légale. Pas des images cachées style rue, mais le genre qui pouvait tenir en public. Brooke offrit les données qu'elle avait collectées au centre, horaires du personnel, plaques d'immatriculation, clips de caméras du bénévole entrant dans le couloir de service, et l'avocate regarda ces chiffres comme on regarde des veines. Dit que c'était la colonne vertébrale qui relierait l'histoire, et la chair serait un piège qui ferait mettre aux politiciens une signature sur son propre crime. Le visage de Declan devint dur à cela car il savait qu'un piège signifiait un appât. Cela signifiait laisser l'autre côté croire qu'il gagnait. Et Brooke comprit immédiatement qui était de l'appât, pas Declan, car Declan était de la boue. Tout le monde savait déjà que c'était elle. Un témoin qui semblait propre sur le papier. Une femme pauvre travaillant de nuit. Une mère dans un lit d'hôpital. Un dossier sans tache. Quelqu'un qui, s'il était menacé, soudoyé, piégé, ferait de l'histoire parfaite pour quiconque essayant d'écraser la voix d'un témoin. L'avocate le dit clairement. Brooke devait être celle qui prenait l'appel, devait être celle qui se présentait pour le faux marché, car le politicien ne s'exposerait pas devant Declan, mais il se sentirait confiant devant une femme qu'il croyait pouvoir broyer avec la loi et l'argent. Brooke l'entendit et sentit son estomac se serrer, le souvenir de l'hôtel remontant,
cette sensation de presque signer pour sauver sa mère, et elle comprit qu'il lui demandait de marcher jusqu'à ce même rebord une fois de plus. La seule différence était que cette fois, elle marcherait avec un plan. Declan objecta immédiatement, sa voix basse mais brûlante, disant qu'elle n'était pas un appât. Brooke le regarda et dit qu'elle était un appât depuis le moment où son zippo avait été transformé en preuve sale. La seule différence maintenant était qu'elle pouvait choisir comment elle était utilisée, et elle choisit d'une manière qui ferait tomber quelqu'un d'autre. La tension entre eux passa de la survie à quelque chose de plus dur, la confiance. Quelque chose qu'on ne pouvait pas forcer avec des ordres, ne pouvait pas acheter avec de l'argent, et ne pouvait pas construire avec des mots doux. Declan s'approcha, ne la toucha pas, mais assez près pour que Brooke sente une rare chaleur de son corps. Il demanda si elle était sûre, et Brooke dit qu'elle n'était pas sûre. Elle n'avait juste pas d'autre choix si elle voulait que sa mère vive sans être tirée vers le fond à nouveau, si elle voulait que le centre communautaire ne meure pas de peur, si elle voulait que le zippo de son père ne devienne pas un nœud coulant autour de son cou. L'avocate exposa le plan comme on pose des rails. L'initié rappellerait le contact du politicien et dirait que Brooke vacillait, qu'elle voulait rencontrer pour négocier, qu'elle avait quelque chose qui pourrait leur causer des ennuis et qu'ils devaient nettoyer ça avant que ça ne devienne un plus gros problème. Tandis qu'en même temps, une fausse piste du grand livre serait publiée, une fuite contrôlée disant que Declan perdait le contrôle des données, qu'une copie pourrait atterrir entre les mains de la presse, et la seule personne qui pouvait l'arrêter était le politicien. Tout devait se passer dans une fenêtre de temps spécifique à un endroit avec des caméras légales et des témoins, une salle privée dans un hôtel du Loop où une collecte de fonds avait eu lieu auparavant pour que l'histoire boucle la boucle et pour que l'autre côté se sente confiant, car c'était leur territoire. Declan devait sortir de son obscurité familière, devait accepter l'avocate comme celle qui gardait le tempo, devait accepter Brooke comme le centre de la performance. Et cela le mettait mal à l'aise de la façon dont être attaché mettait un homme mal à l'aise. Brooke vit cela, et même si elle le craignait encore, détestait encore la violence en lui, elle commença à remarquer une autre fracture. La fracture d'un homme qui n'était pas habitué à placer sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre, devant maintenant la placer entre les mains d'une femme pauvre qu'il avait autrefois appelée un risque. Quand tout le monde quitta la salle de conférence, seuls Brooke et Declan restèrent, les lumières blanches au plafond rendant tout brut. Brooke dit qu'elle le ferait. Mais elle avait besoin d'une promesse. Pas une promesse d'amour, une promesse qu'il ne tuerait pas l'initié avant qu'il ne rassemble assez de preuves et qu'il ne transformerait pas ce plan en bain de sang si le rythme dérapait. Declan la regarda longuement, ses yeux sombres et profonds. Puis il hocha la tête lentement, comme signait une clause invisible, et à ce moment-là, Brooke sentit que la proximité la plus dangereuse ne venait pas du toucher. Elle venait du fait que deux personnes apprenaient à se faire confiance à l'intérieur d'un jeu, où un mauvais battement signifiait que le sang paierait le prix. L'hôtel du Loop brillait comme un rêve payé avec l'argent de quelqu'un d'autre, un large hall de la pierre polie, des lustres suspendus comme un ciel artificiel, et l'odeur de parfum cher posée sur l'air comme une brume qui donnait à Brooke l'impression de marcher dans un monde auquel ses poumons n'appartenaient pas. Elle portait une robe simple que les gens de l'avocate avaient choisie, pas assez scintillante pour attirer le mauvais type d'attention, pas assez bon marché pour être rejetée à la porte. Ses cheveux attachés proprement en arrière, son poignet cachant un minuscule appareil d'enregistrement sous le tissu comme un second battement de cœur. Declan marchait à côté d'elle, un costume sombre ajusté, sa posture droite comme une ligne de coupe. Mais il ne la touchait pas, ne plaçait pas une main dans son dos, ne prenait pas sa main. Il restait seulement assez près pour que quiconque regardant comprenne qu'elle n'était pas venue seule, et cette distance sans contact était plus dangereuse que n'importe quel geste, car elle disait qu'il n'avait pas besoin de la posséder publiquement pour que la pièce entière tienne quand même compte de lui. Brooke se déplaçait parmi les gens en smokings et robes de soirée, entendant des rires doux, le cliquetis des verres, les compliments lisses comme de l'huile, et elle réalisa qu'ici, une poignée de main au bon moment pouvait tuer plus efficacement qu'une arme, car elle ouvrait des portes à des projets fonciers, à des contrats, à une signature qui poussait tout un quartier hors de ses maisons sans que personne n'appelle cela de la violence. Elle vit des visages d'affiches de campagne, des donateurs, d'autres avocats,
Des gens qui regardaient Declan avec un mélange de peur et d'ignorance pratiquée, car tout le monde savait et tout le monde avait besoin de jouer propre. Leur avocate indépendante se tenait au bord de la pièce comme une ombre légale. Une autre femme de l'équipe de sécurité jouait le rôle d'assistante d'événement. Et Brooke savait que tout le monde était en position, comme une scène où un faux pas signifiait tomber. Brooke fut guidée vers la zone de cocktail où le jazz était doux, mais le rythme en dessous était un rythme de chasse. Elle sourit juste ce qu'il fallait, répondit à des questions inoffensives sur le centre communautaire, parla des enfants, des cours, de l'espoir, et chaque fois qu'elle disait une phrase vraie, elle se sentait étrange car cette vérité était utilisée comme appât. Quand elle eut l'ouverture, Brooke dériva devant la table d'inscription des sponsors, où des tablettes et des badges d'accès étaient disposés pour que les invités puissent s'enregistrer et recevoir des informations sur le projet. Elle se pencha comme pour ramasser un papier tombé, ses doigts touchant rapidement le petit appareil que l'équipe de l'avocate avait préparé, le branchant dans le port pour un bref instant, assez longtemps pour copier les permissions d'accès et le planning de contact de l'organisateur, puis le retirant comme si elle n'avait jamais rien fait. Elle sentit une sueur froide tremper son dos, mais son visage resta immobile. Car ici, on ne se faisait pas prendre pour avoir tremblé. On se faisait prendre pour avoir montré. Declan était à l'autre bout de la pièce, ses yeux ne la quittant jamais. Mais il ne fit pas un pas vers elle. Il la laissa se tenir seule dans le cercle de lumière comme un test final. Et Brooke détestait ce sentiment, détestait devoir être forte seule. Mais elle comprenait que s'il la protégeait, il ne mordrait pas. Le politicien local apparut juste à l'heure, comme si quelqu'un lui avait donné l'heure. Il entra dans la foule avec un sourire épais et une voix chaleureuse, serrant des mains comme s'il distribuait des bonbons. Et quand il vit Brooke, son sourire ne disparut pas. Il changea seulement d'angle, devenant plus tranchant. Brooke Ashford, dit-il son nom clairement, juste là au milieu du hall, comme s'il présentait un orateur. Et à ce moment-là, Brooke sentit les yeux autour d'elle changer, pas parce qu'elle comptait, mais parce qu'un nom soudain portait toujours l'odeur du scandale. Brooke garda son sourire, répondit poliment, dit qu'elle aidait seulement le centre, et il s'approcha, parlant assez bas pour que seule elle puisse entendre. Pourtant toujours à l'intérieur de la zone éclairée, où les caméras de l'événement pouvaient attraper les mouvements de bouche, qu'il admirait sa gentillesse, qu'il avait entendu ce qu'elle avait traversé. Et quelle coïncidence que sa mère soit à l'hôpital, un hôpital avec tant de procédures qui pouvaient changer avec un seul appel à la bonne personne. Brooke sentit sa gorge devenir sèche car ce n'était plus une menace dans l'obscurité. C'était une menace dans la lumière. Le genre de menace où si elle réagissait mal, la pièce verrait seulement une fille pauvre perdant son sang-froid, tandis qu'il restait l'homme courtois. Il continua en lui disant qu'elle devrait faire attention avec les gens comme Declan, que les hommes comme ça ne tiraient quelqu'un près d'eux que pour se couvrir eux-mêmes. Et si elle voulait une vie tranquille, elle n'avait qu'à faire quelque chose de simple. Arrêter, rester silencieuse. Signer une déclaration disant qu'elle s'était trompée, qu'elle n'était pas sûre de ce qui s'était passé dans l'allée, que son zippo était de la preuve qu'elle avait causé des ennuis, et en échange, sa mère serait prise en charge. Le centre ne subirait pas de pression. Elle serait laissée tranquille. Brooke entendit chaque mot comme du métal contre des dents, et elle sut que le piège s'était refermé. Il lui demandait de verrouiller sa propre bouche avec le système lui-même, de faire d'elle-même une menteuse légale. Elle jeta un coup d'œil vers Declan et le vit debout à quelques mètres, ne touchant pas, ne bougeant pas, mais ses yeux étaient devenus plus sombres, comme un animal forcé de s'asseoir dans une cage et d'attendre que la proie s'expose. Brooke sentit son cœur marteler sous l'appareil caché, sa main voulant trembler, mais elle se souvint de sa mère, se souvint des chaises vides au centre, se souvint du zippo de son père transformé en nœud coulant, et elle comprit que c'était le moment de choisir. Soit courir pour protéger une fausse paix, soit jouer jusqu'au bout pour réclamer le droit de dire la vérité. Brooke prit une lente inspiration, garda son sourire, et juste là, sous les lumières du pouvoir, elle décida qu'elle ne s'inclinerait pas, même si le prix était un appel téléphonique à l'hôpital avant la fin de la nuit. Cette même nuit, le politicien n'eut pas besoin de quitter le hall pour frapper. Il eut seulement besoin d'un appel au bon endroit. Et Brooke le sut au moment où son téléphone vibra dans sa poche comme un cœur compresse, le numéro de l'hôpital clignotant.
La voix à l'autre bout, toujours polie mais froide, disant qu'il y avait eu un changement de couverture, que le dossier de paiement venait d'être signalé pour vérification, que certains services étaient temporairement retardés jusqu'à ce que les choses soient clarifiées, et ces mots se resserrèrent sur les poumons de Brooke en plein milieu d'une salle pleine de champagne. Elle se tenait dans les toilettes pour femmes de l'hôtel, les lumières blanches blanchissant son reflet, sa main agrippant l'évier comme si c'était la dernière chose solide qui restait, et elle pouvait entendre son propre sang battre dans ses oreilles, car elle comprenait que cette tactique n'avait pas besoin de violence. Elle avait seulement besoin de transformer le temps en ennemi, de faire de chaque heure retardée une coupure. Elle rappela le bureau financier de l'hôpital, fut transférée, fut mise en attente, et pendant qu'elle attendait, un message d'un numéro inconnu glissa sur son écran, disant qu'il voulait seulement que les choses soient en calme, disant qu'elle avait seulement besoin de signer, et le traitement de sa mère continuerait comme si de rien n'était. Brooke craqua en un minuscule instant, pas avec des larmes, mais avec de l'épuisement, le genre d'épuisement de quelqu'un qui avait couru toute sa vie et se faisait encore traîner à la ligne de départ. Elle imagina sortir, quitter l'hôtel, quitter le plan, tout quitter juste pour s'accrocher à sa mère. Et puis elle se souvint de la façon dont il avait dit son nom à voix haute devant tout le monde, la façon dont il l'avait mené comme un animal par la laisse de la paperasse. Et Brooke réalisa que si elle signait, elle ne sauverait pas sa mère. Elle échangerait sa mère contre une vie de silence. Et la prochaine fois, il pourrait encore resserrer l'étreinte. Brooke retourna à la réception, son visage plus calme que ce qui se passait à l'intérieur d'elle. Elle marcha droit vers l'avocate indépendante et parla doucement, dit que l'hôpital était sous pression, dit que l'autre côté avait commencé à l'étouffer avec la procédure. L'avocate la regarda un instant, puis hocha la tête et dit que cela signifiait qu'ils avaient plus de preuves de pression et d'intimidation. Brooke devait seulement garder la tête froide une fois de plus. Declan s'approcha, ne la toucha pas, mais se tint assez près pour que Brooke le sente comme un mur. Et quand Brooke lui parla de l'hôpital, elle vit ses yeux s'assombrir, sa mâchoire se verrouiller, une partie de lui voulant tout briser immédiatement. Mais il ne le fit pas. Il regarda Brooke comme s'il demandait si elle reculait. Brooke avala difficilement et dit qu'elle ne reculait pas. Elle resterait et serait l'appât une dernière fois. Car si elle reculait maintenant, tout ce qu'elle avait enduré, chaque peur dans ce quartier, le zippo de son père et toute la vie de sa mère ne deviendraient rien d'autre que des outils pour un homme en costume. Declan se tut d'un long moment. Puis il hocha la tête, pas doucement, mais comme signer une nouvelle dette. Et Brooke comprit qu'il avait accepté la chose qu'il détestait le plus, se battre dans la lumière. Le plan changea instantanément. L'avocate fit signe à son équipe de dégager la voie. Une réunion fut fixée dans la section privée de l'hôtel sous prétexte que Brooke voulait négocier. Les appareils d'enregistrement et les caméras légales furent activés selon le protocole, et Brooke entra dans la pièce comme on entre dans une salle d'opération, sachant qu'elle aurait mal mais refusant de trembler. Le politicien arriva avec ce sourire épais, avec un assistant à ses côtés. Il commença par demander des nouvelles de la mère de Brooke, comme on demande des nouvelles de la météo, puis glissa directement vers l'incitation à signer une déclaration de malentendu, la truffant de remarques vagues sur la façon dont son dossier pourrait devenir inconfortable si elle ne coopérait pas. Brooke garda sa voix stable et demanda ce qu'il voulait du centre communautaire, ce qu'il voulait du projet foncier, ce qu'il voulait du grand livre. Et cette question assombrit ses yeux car elle touchait quelque chose qu'il croyait n'exister que dans l'ombre. Il le nia, sourit, puis parla de Declan comme d'un homme dangereux, parla de Brooke comme d'un pion. Et pendant qu'il parlait, Brooke vit la main de l'assistant envoyer un texto rapide sous la table, un mouvement minuscule, mais assez pour que Brooke sache que les tueurs étaient appelés à l'heure prévue. Ce fut le moment où Declan bougea d'une nouvelle manière. Pas avec une arme, mais avec un mouvement coupant. Il n'entra pas dans la pièce, mais dehors dans le couloir. Ces gens avaient déjà scellé chaque approche dans un anneau de contrôle serré. Pas de bruit, juste des gardes différents, des badges d'accès différents, des angles de caméra différents. Et plus que cela, il publia une fausse information selon laquelle le grand livre serait remis à un journaliste d'investigation dans l'heure. Et le traître à l'intérieur du camp du politicien ne put le supporter, s'exposa en essayant de réclamer le prix, envoya le mauvais signal, et au moment où ce signal fut capté,
le filet se referma. Juste au moment où le politicien croyait pousser Brooke au bord du gouffre, la fuite contrôlée fut mise en ligne. Une copie d'une partie du grand livre et les appels enregistrés, les messages et les preuves horodatées du piège commencèrent à circuler par les canaux que l'avocate avait préparés, pas diffusés partout, mais livrés aux bons endroits où la vérité pouvait être maintenue en vie. Le politicien cligna des yeux, son sourire glissant hors de l'alignement. Il comprit que quelqu'un avait tiré le rideau. Et à cet instant, Brooke vit son pouvoir arrêter de paraître lisse et commencer à montrer les dents. Dehors de la pièce, un groupe d'hommes inconnus essaya d'approcher et fut refoulé, pas de coupe de feu, seulement des pas s'arrêtant et des mains perdant leur téléphone. Et Brooke comprit que Declan avait coupé les assassins sans transformer l'hôtel en chambre de bataille, car il tenait sa promesse envers elle de la seule manière qu'il connaissait, payant un vrai prix pour tenir le rythme. Quand Brooke quitta la pièce, ses jambes semblaient molles comme une éponge, mais elle resta debout, et Declan s'approcha. Cette fois, il ne dit pas grand-chose. Il la regarda seulement comme s'il confirmait qu'elle était toujours intacte, puis il dit doucement que l'hôpital ne serait plus touché. Brooke voulut demander comment, mais elle vit quelque chose d'aurore dans ses yeux. La fatigue d'un homme qui venait d'accepter d'entrer dans la lumière pour être lapidé, seulement pour tenir une promesse à une femme qu'il avait autrefois cru n'être rien qu'un risque. Et Brooke comprit une dure vérité, que Declan pouvait être impitoyable envers ses ennemis jusqu'à devenir l'obscurité, mais avec elle, il apprenait à être impitoyable envers lui-même, en traînant son empire sous les lumières en échange d'une vraie chance pour elle et sa mère de vivre sans avoir à s'incliner. La mairie ce matin-là semblait brillante d'une manière froide, pierre blanche, haute colonne, le drapeau pendant immobile comme s'il retenait son souffle. Et au-delà des barricades métalliques, une foule mixte se pressait. Journalistes, résidents du quartier, curieux, et ceux qui étaient venus regarder un jeu de pouvoir s'effondrer comme du théâtre. Brooke monta les marches, se sentant comme si elle portait toute sa vie sur ses épaules, pas de manteau fin de la nuit de l'allée, pas de sac de livraison, seulement des vêtements simples et des yeux qui avaient trop vécu pour avoir peur du bruit. Declan se tenait quelques marches derrière elle, ne touchant pas, ne protégeant pas, mais sa présence ressemblait à un nuage sombre planant derrière les lumières des caméras, rappelant à tout le monde que cette histoire ne concernait pas seulement une foule pauvre. C'était une fissure traversant la ville. L'audience fut convoquée pour clarifier le projet de terrain public et les allégations connexes, mais tout le monde comprenait que c'était là qu'il testerait si la vérité pouvait se tenir debout devant le pouvoir. Quand Brooke fut invitée à parler, elle vit le micro, les registres de caméra, les yeux attendant qu'elle trébuche. Et à ce moment-là, elle pensa à sa mère sur un lit d'hôpital, pensait au centre communautaire avec ses chaises vides, pensa aux pas dans l'allée et aux hippos de son père transformés en nœuds coulants. Et puis elle commença. Elle ne joua pas la comédie. Elle ne s'éleva pas dans de grands discours. Elle le raconta seulement avec la voix de quelqu'un qui avait vécu dans la peur si longtemps que la peur était devenue un emploi du temps. Elle parla de la terre qui était appelée un projet pour la communauté, mais qui était vraiment une excuse pour pousser les pauvres ailleurs. Elle parla de la violence invisible du pouvoir, Chum, le genre qui n'avait pas besoin d'une arme, seulement un dossier, une procédure, un appel téléphonique à un hôpital, une marque sur la paperasse et une mère respirant faiblement suffisait pour forcer une fille à signer son silence. Elle dit que la violence ne versait pas toujours du sang dans la rue. Il y avait une violence qui rendait les gens trop effrayés pour amener leurs enfants dans un centre parce qu'ils ne voulaient pas être remarqués. Une violence qui faisait choisir le silence aux gens juste pour qu'on les laisse tranquilles. Et c'était ce silence qui engraissait le mal. La foule commença par des chuchotements, puis devint silencieuse car tout le monde là-bas avait vu le système broyer les gens. Ils l'entendaient rarement nommer aussi directement. Quand vint le temps des preuves, l'avocate indépendante s'avança et présenta la chaîne d'enregistrement, les messages, les horodatages de la transaction piège, et surtout les documents reliant le flux d'argent du projet foncier aux sociétés écran page par page, comme écorcher une bête. Le politicien assis au premier rang essaya de garder son sourire, essaya de dire que c'était une fabrication de la pègre, que Brooke était manipulée. Et juste à ce moment-là, la chose qui changea l'air de la pièce ne fut pas Declan. Ce fut un enquêteur de police se levant sur le côté,
celui qui avait suivi l'affaire depuis le début, celui qui avait autrefois regardé Brooke d'une manière qui la faisait se sentir comme une criminelle. Il s'avança, ne regarda pas Brooke, regarda droit vers le conseil et dit qu'il y avait eu interférence avec le dossier de preuve, que le Zippo de Brooke avait été mal classé, assigné au mauvais code, poussé dans une affaire de violence différente pour créer des motifs pour l'accusé et faire taire un témoin, et il produisit la chaîne de journal interne avec la confirmation de l'unité d'audit, une preuve si propre que personne ne pouvait la contester. Brooke entendit cela et eut l'impression que sa poitrine avait été ouverte et recousue, car le souvenir de son père était enfin appelé par son vrai nom. Pas une arme, pas une preuve souillée, mais quelque chose qui avait été exploité. Le politicien bondit sur ses pieds, réagissant avec l'instinct d'un homme dépouillé de son masque, essayant de ramener l'histoire à Declan, essayant de dire que tout était un jeu de mafia, que la ville ne pouvait pas faire confiance à un homme comme lui. Et dans sa panique, il fit l'erreur. Il dit un détail que seul quelqu'un à l'intérieur de la chaîne connaîtrait sur le grand livre et comment il était tenu, un court lapsus, mais assez pour resserrer la corde autour de son propre cou. L'avocate le saisit immédiatement. L'enquêteur de police se tourna et demanda comment il savait cela, et le politicien se figea, ses yeux changeant, puis essaya de réparer en blâmant les subordonnés, mais c'était trop tard car la preuve légale était déjà sur la table, et ses mots venaient de confesser un lien. Quand l'audience fit une pause, le couloir de la mairie devint l'endroit où tout se termina aussi vite qu'une pression sur un bouton. L'enquêteur et un groupe d'agents fédéraux apparurent, menottèrent le politicien devant les caméras. Pas de lutte, seulement des droits lus à haute voix et un corps guidé au loin, et les flashs des caméras craquèrent comme un tonnerre sec. La foule rugit, puis retomba dans le silence, le genre de silence qu'on obtient quand on vient de voir quelque chose qu'on ne croyait pas possible. Mais au même moment où Brooke pensait d'avoir gagné, elle entendit le nom de Declan prononcé dans la même phrase. Car quand les lumières sont allumées, elles ne brillent pas seulement sur l'homme en costume. Elles brillent aussi sur l'homme qui a vécu dans le noir. Un officiel lut que Declan Voss restait un sujet dans de multiples enquêtes plus anciennes, que cette coopération n'effaçait pas le passé, qu'un bon acte ne pouvait pas laver des années de sang et d'argent sale. Et Declan se tenait là, son visage inchangé. Mais Brooke vit quelque chose de lourd comme de la pierre au fond de ses yeux, la vérité qu'il avait accepté de se battre dans la lumière, et maintenant la lumière appelait son nom comme elle appelait un péché qui n'était pas facile à enterrer. Brooke se tourna pour le regarder à travers le bruit et les lumières clignotantes, et elle comprit que la vraie victoire n'était pas une paire de menottes dans un couloir. C'était la confrontation qui venait ensuite où tous les deux devraient payer pour la vérité, d'une manière que personne ne serait autorisé à prétendre propre. Après l'audience à la mairie, la ville ne devint pas soudainement gentille. Elle changea seulement la façon dont elle mordait les gens, plus calme et plus difficile à repérer. Mais Brooke pouvait sentir un vrai changement. Pour la première fois depuis des semaines, elle n'était pas poursuivie par une peur aveugle. La peur avait maintenant une forme, un nom, un dossier et quelqu'un qui pouvait être tenu responsable. Declan entra dans la phase qu'il détestait le plus, s'asseoir dans un bureau avec des avocats et des enquêteurs, lire chaque clause de coopération comme une sentence volontaire. Et il accepta de devoir sacrifier une partie de son propre empire, pas parce qu'il avait soudainement décidé de devenir un homme bon, mais parce qu'il comprenait que le cercle sale ne se coupe que lorsque quelqu'un d'assez puissant le traîne dans la lumière sans être écrasé immédiatement. Il accepta de remettre les fils nécessaires pour fermer les russes de blanchiment, accepta de se retirer des opérations qui gardaient des quartiers entiers pressés et essoufflés, accepta de laisser les portes qui s'ouvraient par la violence se fermer maintenant par la loi, en échange d'un accord de protection des témoins pour Brooke et sa mère. Une couche de sécurité à long terme qui ne dépendait pas de la peur temporaire, mais de la vérité qui avait été formellement reconnue. Brooke ne regardait pas Declan comme un héros. Elle le regardait comme un homme payant à sa manière, dur et rude, mais payant pour de vrai. Et elle comprenait que parfois la seule rédemption qu'une personne puissante peut offrir est d'utiliser ce pouvoir même pour bloquer le système sale qui l'a nourri autrefois. La mère de Brooke traversa la période dangereuse. L'hôpital arrêta de passer ses appels froids comme l'acier. La voix du médecin s'adoucit, et pour la première fois, Brooke se laissa croire que sa mère aurait plus de temps à vivre, pas à cause d'un marché sale,
mais parce que personne ne pouvait plus serrer un dossier comme levier. Le centre communautaire fut reconstruit, le câblage fut remplacé, le système de sécurité fut inspecté à nouveau, les cours rouvrirent à l'heure. Et puis un après-midi, les chaises vides commencèrent à se remplir. Les enfants coururent à l'intérieur comme on court dans un endroit où l'on peut respirer. Les parents s'arrêtèrent devant la porte un long moment, puis franchirent le seuil, leurs yeux encore prudents, mais ne se détournant plus comme si le bâtiment lui-même était une malédiction. Et Brooke vit que la bonne chose n'était pas morte. Elle avait seulement été étouffée pendant un moment. Et quand les gens trouvèrent assez de courage pour revenir, elle s'embrasa à nouveau, petite mais réelle. Un jour après cela, Brooke fut appelée pour récupérer la preuve. Dans un bureau plein de paperasse et de bruit d'imprimante, un greffier posa le Zippo sur la table dans un sac non scellé qui avait déjà été ouvert et dit qu'il avait été confirmé comme mal assigné, qu'il avait été dirigé vers la mauvaise affaire, et ils s'excusèrent de la façon dont les systèmes s'excusent, avec peu d'émotion et beaucoup de procédures. Mais Brooke n'avait pas besoin qu'il pleure. Elle avait seulement besoin que le Zippo soit de retour entre les bonnes mains. Elle le ramassa, le métal froid se réchauffant dans sa paume, et à ce moment-là, elle sentit que sa dignité lui avait été rendue avec le souvenir de son père. La propriété de sa propre vie n'était plus quelque chose que quelqu'un d'autre pouvait transformer en nœud coulant. La dernière nuit avant que les choses ne s'installent dans quelque chose que Brooke pourrait enfin appeler un recommencement, Declan se tenait à côté d'une voiture noire avec la porte ouverte. Il ne dit pas grand-chose. Il la regarda seulement comme s'il demandait si elle voulait entrer dans un monde qui était encore sombre, mais plus solitaire. Et Brooke se tenait sous le lampadaire, se souvenant de l'allée, se souvenant des coups de pied, se souvenant d'avoir été poussé au bord du gouffre à cause de sa mère, se souvenant que Declan avait tenu parole, même quand cela signifiait traîner son propre passé dans la lumière. Et elle monta dans la voiture, pas par peur, pas parce qu'elle était tirée, mais parce qu'elle le choisissait. La ville était encore sombre. Elle avait encore des coins sans lumière. Elle avait encore des mains qui préféraient le contrôle par la peur. Mais cette fois, Brooke savait qu'elle n'était pas seule. Et d'une certaine manière, Declan n'était pas seul non plus. Mais juste au moment où la voiture avançait, un message arriva de l'avocate indépendante, court et froid, disant qu'un point dans la chaîne de preuves ne correspondait toujours pas, un nom n'avait toujours pas entièrement montré son visage, comme une ombre se tenant derrière le rideau. Et Brooke comprit que le vrai traître dans l'obscurité respirait peut-être encore quelque part, attendant seulement le bon moment. Cette histoire laisse derrière elle une leçon simple et difficile à vivre. La gentillesse n'est pas gratuite, mais elle n'est pas vide de sens non plus. Elle peut faire de vous une proie, mais elle peut aussi forcer tout un système à tourner son visage vers la vérité. Et parfois, la vraie force n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de rester là quand même alors qu'on a peur, pour protéger ce qui est juste et pour protéger les gens qu'on aime. Si cette histoire a touché vos émotions, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez pour nous soutenir et pour ne pas manquer les vidéos passionnantes que nous mettons en ligne chaque jour. Que pensez-vous de l'histoire de Brooke et de Declan? Et avez-vous déjà fait face à un moment dans la vraie vie où vous avez dû choisir entre rester silencieux pour garder la paix ou parler pour vivre la vérité? Laissez un commentaire. Nous voulons vraiment entendre ce qu'il y a dans votre cœur. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo. Souhaitant à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours paisibles. Au revoir et à la prochaine vidéo.